Je n'ai jamais eu aussi peur de toute ma vie. J'ai enfilé ma tenue de basket avec des mains tremblantes. Mon cœur battait la chamade. Je n'ai jamais porté de vêtements aussi ouverts avant. Ça faisait tellement longtemps que je me cachais des autres. Mais maintenant, toute l'école connaîtra mon secret. Salut, je m'appelle Teresa et j'ai 16 ans. Pendant très longtemps, j'ai caché un petit secret à tout le monde autour de moi. Enfin, c'est plutôt un gros secret. La taille de mes hanches géante. J'étais très complexée par rapport à ça. Je portais que des vêtements amples. Et je me changeais que quand personne ne me regardait. Tout le lycée se préparait pour le bal d'hiver. Et je ne faisais pas exception. Avec ma mère et ma petite sœur, on est allé au magasin pour chercher une robe élégante pour moi. Ça faisait déjà quelque temps que je marchais dans le magasin, sans succès. Quand j'ai vu la robe, c'était comme si c'était elle qui m'avait choisie. Je l'ai prise et j'ai couru vers la cabine d'essayage. Et quand je l'ai mise, je me suis dit qu'elle était parfaite. Mais elle me serrait bien les hanches. J'étais vraiment très déçue parce que la robe était tellement belle. Mais quand ma sœur est arrivée, j'étais ravie parce qu'elle s'est acclamée. « Comme t'es belle !» Et puis ma mère m'a vue. Et elle a tout gâché. Elle m'a dit « Ça ne te va pas du tout, tu ne vois pas? On a toutes des hanches énormes dans notre famille. On doit les cacher. » Ah ouais, j'ai failli oublier. C'est vraiment un truc de famille. Ma mère aussi portait des vêtements amples. Et même ma petite sœur qui n'avait que 13 ans commençait déjà à avoir honte de ses formes arrondies. J'ai essayé de raisonner ma mère, mais je n'ai pas réussi. Elle m'a juste critiquée avant de me dire que la robe était moche. Puis elle est repartie chercher quelque chose pour moi, sans demander mon avis. Je voulais pas enlever ma robe, donc je suis pas sortie de la cabine d'essayage. J'ai essayé de profiter des dernières secondes près du miroir, quand d'un coup, c'est Trevor! Dans le reflet du miroir, j'ai vu mon camarade de classe me dévisager. Je ne comprenais pas pourquoi il me regardait comme ça. Donc je me suis cachée dans la cabine d'essayage. Je n'ai pas revu Trevor ce jour-là. Ma mère m'a acheté une robe que je n'aimais pas du tout. Mais elle avait un gros plus, on ne voyait pas mes hanches dedans. Mais bon, même cette robe que je n'aimais pas ne pouvait pas gâcher mon envie d'aller au bal. J'attendais vraiment la danse, et j'espérais de tout mon cœur qu'un garçon m'inviterait. Je n'arrivais toujours pas à sortir Trevor de ma tête. Est-ce qu'il m'aime bien? J'ai vite compris que personne ne me demanderait pour la danse. Je me souviens avoir été au milieu de mon cercle de potes. Elles étaient tellement toutes belles. Les gars sont venus un par un pour les inviter à danser. Et c'est comme s'ils m'avaient même pas remarqué. Comme si je n'existais même pas. Puis Trevor est venu. Quand je l'ai vu, mon cœur a bondi de joie dans ma poitrine. Mais dès qu'il m'a regardé, son visage s'est tordu de dégoût. Il s'est retourné et est parti. Cette nuit-là, personne ne m'a demandé de danser avec moi. J'étais vraiment triste. Je suis rentrée à la maison et j'ai fondu en larmes. La remise des diplômes était prévue dans 6 mois. Et maintenant, j'étais même plus sûre de vouloir y aller. Personne ne m'invitera au bal de fin d'année, c'est sûr. Et je ne veux pas y aller toute seule, comme une loser. Mais bon, je ne pouvais pas me laisser aller. Il y avait un événement important au coin de la rue. Un match de basket avec une école voisine. Et ma meilleure amie Kate y participait. Même si je ne faisais pas partie de l'équipe, je me suis quand même préparée. J'ai inventé des chants, dessiné des affiches. Je voulais vraiment aider Kate, parce que j'allais à toutes ses séances d'entraînement. Et j'étais pote avec toute l'équipe. Le jour du match, on est arrivé dans la salle. Les filles ont changé de vêtements, sont parties s'échauffer. Mais pour une raison quelconque, Kate était en retard. 5 minutes sont passées, puis 10. Et il restait de moins en moins de temps avant le match. Tout le monde commençait déjà à s'inquiéter sérieusement quand Kate nous a appelés. Elle nous a dit qu'elle était tombée dans les escaliers et qu'elle s'était tordu la jambe. Elle ne pourrait donc pas jouer. Tout le monde était littéralement écrasé, parce qu'il n'y avait pas de joueurs de réserve dans l'équipe à ce moment-là. Et sans Kate, l'équipe ne sera tout simplement pas autorisée sur le terrain. Il y avait un bourdonnement d'excitation dans les gradins, car tout le monde était très inquiet. Et puis une des filles a une idée. Laisse Teresa jouer à la place de Kate. T'es venue à toutes les séances d'entraînement. Tu sais quoi faire. C'est mieux que la disqualification. Oh non, pas ça. J'avais peur rien qu'en pensant aux petits shorts serrés. Évidemment, j'ai commencé à trouver des excuses pour ne pas jouer. Mais les filles ont insisté. Donc au final, je n'ai pas pu refuser. J'ai enfilé mon uniforme avec des mains tremblantes. Je n'avais jamais été aussi stressée de ma vie. Quand je me suis retournée, j'ai compris que tout le monde dans le vestiaire me regardait. Bouche bée de surprise. Mais je n'ai pas eu le temps de comprendre ce qu'ils pensaient. On devait monter sur le terrain de basket. La partie a commencé et tu sais, à la surprise générale, je jouais vraiment bien. J'ai toujours aimé le basket. Du coup, je jouais dans mon jardin les soirs. J'aurais même intégré l'équipe si je n'étais pas aussi gênée par mes formes. Mais à ce moment-là, j'ai oublié tout le monde, et même mon apparence. Ça faisait totalement longtemps que je rêvais de jouer au basket, et maintenant, enfin mon rêve est devenu réalité. Le match était vraiment tendu, et on était au même nombre de points à quelques minutes de la fin. Je me souviens que j'avais le ballon entre les mains, et j'ai d'un coup réalisé que la victoire ne dépendait que de moi. Et au même moment, tous mes complexes m'ont rattrapée. Comme frappée par la foudre, je me suis souvenu que j'étais en short et que tout le lycée était au courant de mon secret. J'ai regardé autour de moi et j'ai réalisé que les yeux de tout le monde étaient rivés sur moi. J'ai couru, lancé le ballon et j'ai raté. La défaite. J'ai été la première à retourner au vestiaire. Je pensais que les filles m'engueuleraient. Mais quand elles sont arrivées au vestiaire après moi, elles m'ont toutes serrée dans les bras. Apparemment, nos adversaires étaient une équipe très très forte et les filles étaient persuadées qu'elles allaient perdre. Donc elles n'avaient jamais même espéré être aussi proches de la victoire. Et le plus important, c'est qu'elles ont aimé ma silhouette.
Pendant que je me couvrais timidement d'une serviette, les filles discutaient entre elles enthousiastes et m'ont même comparée à Kylie Jenner. Le lendemain, alors que j'étais assise en cours, le directeur est entré dans la classe et m'a invitée à l'accompagner. Je l'ai suivi dans le couloir et je sais pas pourquoi, mais j'avais vraiment peur. C'était sûrement à cause de la défaite d'hier. Quand on est entré dans le bureau, j'ai vu un homme inconnu. Imagine un peu ma surprise quand j'ai appris que c'était le directeur d'une agence de mannequins. Monsieur Marder était le père d'une des élèves de l'école. Il m'a dit qu'il m'avait remarqué au match hier et qu'il avait besoin de filles avec une telle silhouette à l'agence. J'étais sous le choc. Quand je suis rentrée à la maison, j'y ai longuement réfléchi et surtout, j'ai douté. Je n'ai rien dit à ma mère, elle n'approuverait jamais ça. Mais j'ai décidé d'en parler à ma sœur. Elle était ravie pour moi, car elle-même rêvait depuis longtemps de devenir mannequin. Et elle était très triste parce qu'elle pensait qu'avec notre silhouette, on ne pourrait jamais réussir. C'est comme ça que ma carrière de mannequin a commencé. Je suis allée à l'agence, j'ai signé un contrat. Ils m'ont fait un portfolio. Ça m'a fait bizarre de ne pas avoir honte de mon propre corps, qu'au contraire, tout le monde autour de moi l'admirait, me comblait de compliments. Ma confiance en moi grandissait de jour en jour. Mais tout le monde ne comprenait pas ma particularité. Il y avait aussi des gens toxiques. Une fois, je suis venue au casting d'une marque de mode stylée, et j'ai vite vu que j'étais la seule fille ronde. Toutes les autres modèles maigres me regardaient comme si je m'étais trompée de salle. Juste avant le casting, j'ai entendu une fille. Je connais bien le directeur de casting, il a besoin d'une fille mince, pas de grosse. Elle n'a pas dit non, évidemment, mais elle m'a bien regardée. Je n'ai pas ma place ici, j'étais vraiment énervée, donc je voulais rentrer chez moi. Mais je me suis souvenu que ma petite sœur m'attendait à la maison. Elle croyait en moi, j'ai donc vaincu mes peurs. Je suis restée, j'ai passé le casting la tête haute et je l'ai remporté. J'étais la seule choisie parmi des centaines des plus belles filles. Oh, j'étais aux anges. La séance photo était tout simplement géniale. Les photos ont été publiées dans un magazine de mode. Des banderoles avec moi étaient accrochées dans toute la ville. Mais le plus important, une grande banderole accrochée juste devant mon école. Absolument tout le monde l'a vue. Maman était contrariée parce que je lui avais rien dit. Et elle était aussi terriblement surprise que quelqu'un puisse aimer nos formes. Au lycée, je suis vite devenue très populaire. Absolument tout le monde voulait être pote avec moi. Et il y a même des gens qui demandaient de prendre une photo avec moi. J'ai continué à aller à des castings, à me faire prendre en photo par des photographes sympas, me sentant chaque jour de plus en plus en confiance. Donc, à un moment donné, je me suis dit que je n'allais plus me cacher sous des vêtements amples. Je ne porterai que ce que je veux. Et puis, il y a eu un appel d'une agence qui a tout changé. On m'a proposé de participer à un concours de beauté locale. Bien sûr, j'ai tout de suite dit oui. Le jour du concours, je me suis préparée puis j'ai attendu. Mais le concours n'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Encore une fois, j'étais complètement seule parmi des centaines de belles filles parfaitement minces. Et encore une fois, elles me regardaient toutes avec dédain, voire dégoût. Sous les yeux des autres modèles, ma confiance fondait comme neige au soleil. Et les réalisations passées n'avaient plus aucune importance. Je faisais les 1000 pas derrière le rideau, ne comprenant pas du tout s'il valait même la peine de participer. Peut-être que je devrais rentrer à la maison. Pourquoi je suis venue ici déjà? Je me souviens être partie récupérer mes chaussures à talons pour aller sur scène. Quand j'ai vu du verre brisé à l'intérieur? Ah ouais, mes concurrentes ne reculeraient devant rien pour gagner. Non, après ça, je pouvais tout simplement plus continuer. J'ai eu les larmes aux yeux pendant que je faisais mon sac. Puis je me suis précipitée vers la sortie. J'ai failli partir, mais au dernier moment, un miracle s'est produit. Littéralement à l'entrée du bâtiment, j'ai croisé ma mère et ma sœur, qui étaient venues me soutenir. Et tu ne croiras pas ce qu'elle portait. Un jean moulant. Ma sœur était à l'aise, mais alors maman? Elle avait toujours été très mal à l'aise avec son corps et portait normalement des vêtements amples pour cacher ses hanches. Je peux même pas imaginer le courage qu'il lui a fallu pour vaincre ses peurs. Je regardais ma maman toute fière et ma petite sœur me regardait avec admiration. Et je me suis rendu compte que je ne pouvais pas les décevoir. Malgré ma peur et mes doutes, je suis revenue au concours. Je suis montée sur scène et j'ai gagné la couronne. J'ai donc compris que grâce à moi, tout le monde dans la famille est devenu un peu plus confiant. Même ma mère, qui nous avait inculqué ses complexes. Et aussi que rien ne m'est impossible. Du coup, le bal de fin d'année arrivait. Avec l'argent que j'avais gagné au concours de beauté, j'ai pu acheter la robe que j'aimais tant il y a 6 mois. Et j'étais magnifique dedans. C'est drôle de me rappeler à quel point j'étais inquiète que personne ne m'invite au bal. Maintenant, j'avais carrément le choix parmi toutes les invitations, même Trevor, mais je n'ai accepté aucun des gars. Il ne m'aimait pas quand je portais mes vêtements amples, donc il ne me méritait pas maintenant que je suis cool. Le bal a été la meilleure soirée de ma vie, et j'ai vraiment passé un bon moment avec mes potes. Et à la toute fin, j'ai même été choisie comme reine du bal. Toutes les portes étaient ouvertes pour moi. J'ai aidé ma sœur à trouver un travail dans une agence de mannequins, comme elle en rêvait. Et j'ai lancé mon propre blog pour aider les filles comme moi à prendre confiance en elles. Maintenant, je suis prête à partager la leçon que j'ai apprise. N'avoir peur de rien, profiter de toute opportunité que la vie offre. Et aussi, n'écoute personne et n'hésite pas, parce que chaque personne est belle à sa manière. Mes rêves sont finis. Pourquoi ça nous arrive à nous? J'étais allongée sur le lit et je m'étouffais dans mes larmes. Une autre fille pleurait de l'autre côté du mur. Un nouveau-né, ma petite sœur. La vie allait être très dure à partir de maintenant.
Avant, j'avais tellement hâte qu'elle naisse. Je voulais lui tresser les cheveux, bavarder sur les garçons ensemble. Je voulais qu'on s'emprunte des cosmétiques et qu'on aille faire du shopping ensemble. Mais maintenant, tout ça, ça n'arriverait certainement pas. Bonjour, je m'appelle Emma et j'ai 17 ans. Mon père travaille comme caissier dans un restaurant de hamburgers du centre-ville de Dallas et ma mère est femme au foyer. Notre famille est tout à fait ordinaire. Eh bien, sauf pour ça. J'ai, comme on dit, gagné à la loterie génétique, ce qui a vraiment surpris ma mère. Comment ça se fait que j'ai d'aussi beaux cheveux? En voyant à quel point ils étaient magnifiques, elle m'a permis de ne pas les couper. Je ne suis donc jamais allée chez le coiffeur. D'ailleurs, mes cheveux poussaient à une vitesse incroyable. Quand j'avais 15 ans, ils atteignaient déjà le sol. Regarde-moi comme c'est beau! J'en étais vraiment fière. Et certains m'enviaient. On m'appelait souvent Réponse. Même si c'est un peu con au final, parce que je n'aurais jamais laissé un type grimper sur mes cheveux. Je ne m'attachais presque jamais mes cheveux. Donc le jour où tout a commencé, je suis descendue prendre le petit déjeuner avec mes cheveux dénoués, comme d'habitude. À table, maman m'a annoncé l'heureuse nouvelle. Tu vas bientôt avoir une petite sœur. Oh, j'étais tellement heureuse. J'ai tout de suite eu des milliers d'idées. Je voyais toujours mes potes avec leurs petits frères et sœurs, qui leur apprenaient à marcher, à parler, à s'habiller. J'avais toujours voulu avoir ça. Maintenant, mon rêve était sur le point de devenir réalité. Je pourrais faire plein de photos trop chouettes avec le bébé. Et imagine si elle naissait avec les mêmes cheveux que moi. On partirait toutes les deux à la conquête d'Instagram. J'en ai donc parlé à mes potes. Ils étaient très heureux pour moi aussi, et je n'ai pas pu m'empêcher de sourire toute la journée. Mais il y a quelque chose qui s'est mal passé. J'ai accidentellement marché sur mes cheveux dans le couloir de l'école. J'ai dégringolé dans les escaliers, et je me suis bien cogné la tête. C'était tellement humiliant, mais c'était pas très grave ça. Je me suis relevée, et j'ai tout de suite regardé mes cheveux. Ouf! Et non rien. Je ne me serais jamais pardonné de les avoir gâchés. Après les cours, je suis partie faire du shopping au centre commercial. J'avais économisé de l'argent sur mes déjeuners et j'ai décidé d'acheter une belle petite robe à ma future petite sœur. Quand elle serait née et qu'elle ferait ses premiers pas en la portant, tout le monde dirait « Quelle chérie, quelle princesse !» Après avoir acheté le cadeau, je me suis arrêtée une minute pour admirer mon reflet dans la vitrine. C'est là qu'une femme âgée s'est approchée de moi. « Chérie, tu pourrais sauver des gens avec tes cheveux. De telles boucles pourraient être vendues pour pas mal d'argent. » m'a dit l'inconnu. J'ai rigolé. Qui a dit que je voulais vendre mes cheveux? Il ferait de moi une célébrité bientôt. À ce moment-là, je ne me doutais même pas que ça allait vraiment arriver. Le lendemain, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Un homme s'est présenté en tant que gérant d'une marque de beauté bien connue. Il m'a dit qu'il avait vu une photo de mes cheveux sur Instagram et m'a proposé de faire de moi le visage de la nouvelle gamme de shampoings de leur entreprise. Je n'arrivais pas à y croire. Vraiment? C'est vraiment en train de m'arriver là? Après tout, j'étais une adolescente ordinaire. Et l'entreprise me donnerait un beau chèque par shooting photo, 500 $. J'en ai parlé à mes parents, qui ont accepté. Et dès le lendemain, j'arrivais pour la première séance photo. Les maquilleuses m'ont faite toute belle, et les assistantes m'ont trouvé une robe qui mettait bien ma silhouette en valeur. Et l'opératrice a tellement bien réglé les lumières que mes cheveux brillaient comme un sapin de Noël. L'équipe m'a comblée de compliments. Je n'avais jamais été aussi heureuse avant, parce que c'était ça mon but. Sourire et faire plaisir aux gens avec ma beauté. J'ai passé 6 mois dans cette euphorie. Il n'y avait pas beaucoup de travail à faire, mais il ne m'avait vraiment pas menti à propos de l'argent. Après quelques shootings, je me sentais déjà très riche. Je donnais l'argent que je gagnais à mes parents et bien sûr, je n'oubliais pas ma future petite sœur. Elle arrivait bientôt. Avec maman, on a acheté les meilleures choses dans les magasins pour enfants. Une poussette, un berceau, une baignoire, des couches. Tout était prêt pour son arrivée. Tout ce dont on avait besoin, c'était un hochet. Et c'est ce que je suis allée acheter ce jour-là. Pendant que j'attendais à l'arrêt de bus, j'ai levé les yeux. Et j'étais tellement surprise que j'ai failli crier. Ma photo était sur une énorme banderole. Je tenais une bouteille de shampoing et je souriais gentiment aux passants depuis le panneau d'affichage. J'étais tellement fière. Tous ces efforts pour mes cheveux ont fini par payer. Mais ce que j'ai vu après a vite ruiné mon humeur. Il y avait un petit avis indescriptible accroché à l'arrêt de bus. J'achète des cheveux pour de l'argent. Tous les fonds iront pour aider les enfants spéciaux. Ce petit morceau de papier m'a vraiment mis en colère. Il l'avait même accroché à côté de ma photo, comme pour se moquer de moi. Là, le bus est arrivé. Il y avait tellement de monde à l'intérieur que j'ai à peine réussi à entrer. Un nouveau défi m'attendait dans le bus. Un garçon d'environ 10 ans marmonnait quelque chose et me tirait les cheveux. Je lui ai dit d'arrêter, mais je n'avais pas l'impression qu'il m'entendait. Il a même commencé à tirer encore plus fort. À un moment, j'en pouvais plus. Assez! J'ai retiré mes cheveux des mains de l'enfant. C'est pas comme ça qu'on traite les autres personnes. Je suis partie à l'autre bout du bus, mais j'entendais la mère du garçon s'excuser auprès des passagers. Elle a expliqué que son fils était atteint de paralysie cérébrale. C'était très difficile pour lui de communiquer avec les autres. À ce moment-là, j'avais terriblement honte de moi. Le garçon était juste en train de jouer, et moi je lui avais crié dessus. J'ai même rougi d'embarras. En regardant mes cheveux dans la vitre, je ne les trouvais plus aussi beaux d'un coup. Je n'aurais pas dû agir aussi méchamment. Je suis descendue du bus au prochain arrêt, même si ce n'était pas le mien. Un mois s'est écoulé depuis, et je n'arrivais pas à oublier ce garçon. Je me sentais vraiment mal.
À part ça, tout allait bien. L'entreprise dans laquelle je travaillais m'appréciait de plus en plus et me chérissait. Ils avaient même commencé à me payer plus pour les shootings. Et ils avaient engagé 2 gardes du corps pour moi, au cas où une femme envieuse essaierait de couper mes cheveux magnifiques. Ça aurait marqué la fin de ma célébrité. Ils auraient dû chercher un nouveau modèle aux cheveux longs, ce qui n'est pas chose facile, au contraire. Au moins jusqu'à ce que ma petite sœur grandisse. Quand elle sera adulte, elle pourra me remplacer sur le plateau. Les gardiens m'accompagnaient partout, même pendant les vacances scolaires. Mes potes m'ont avoué qu'ils n'aimaient pas ça, et ont pratiquement cessé de traîner avec moi. Tu ne peux pas t'imaginer à quel point je me sentais seule. Mais je les comprenais, c'était ça le prix d'être une célébrité. Après tout, j'étais sur le point de le devenir. Bientôt, des affiches avec mon visage sera mises dans des villes d'autres États. Et après ça, l'entreprise prévoyait d'entrer sur le marché international. C'est à ce moment-là que tout le monde commencera à me reconnaître dans la rue. Parce que jusque-là, il n'y en avait pas beaucoup. Enfin si, il y a un gars qui m'a demandé de prendre un selfie avec lui. Et j'ai accepté. Tout de suite après, mon téléphone a sonné et mon père m'a annoncé la bonne nouvelle. Ma petite sœur était enfin née. Quand mes parents l'ont ramenée à la maison, j'ai fondu en larmes de bonheur. Elle était tellement jolie. De longs cils, des immenses yeux bleus, lèvres en arc de Cupidon. Je me disais déjà à quel point les garçons tomberaient amoureux d'elle. Nous l'avons appelée Chloé. C'est moi qui avais trouvé le nom. Ça veut dire floraison. J'ai tellement aimé passer du temps avec ma sœur que j'ai un peu délaissé les shootings. J'ai même refusé leurs offres plusieurs fois. J'ai aussi arrêté de prendre soin de mes cheveux. J'ai commencé à les attacher plus souvent, parce que sinon ça me gênait vraiment pendant que je m'occupais du bébé. Mais 3 mois ont passé, et Chloé n'a pas du tout changé. Elle ne babillait pas comme les autres bébés de son âge. Elle ne pouvait pas tenir la tête haute, sourire, se retourner. Elle ne faisait que pleurer. Quand mes potes sont venus nous rendre visite, ils ont été très surpris. Leurs frères et sœurs savaient tous rire à 3 mois. Rien n'a changé quand elle avait 4 mois. Chloé, impuissante, ne faisait pas grand-chose. On avait l'impression qu'elle nous remarquait même pas. Finalement, je n'en pouvais plus et j'ai demandé à ma mère. « Maman, Chloé ne va pas bien. Si, elle est un peu bizarre. » C'est là que ma mère est devenue toute pâle. Elle m'a demandé de m'asseoir et a doucement pris ma main. Ce qu'elle a dit ensuite a divisé ma vie entre l'avant et l'après. Maman a admis qu'elle avait consulté un médecin avec Chloé. Il surveillait le développement de ma petite sœur depuis sa naissance. Et maintenant, il savait ce qui se passait. Elle avait une paralysie cérébrale. C'est un trouble grave, causé par des parties du cerveau qui ne se développaient pas normalement. Les personnes qui en sont atteintes ne peuvent pas bouger et parler normalement. Et des fois, ils ont même du mal à penser et percevoir le monde. J'ai cru que j'allais m'évanouir quand maman a annoncé la nouvelle. Ma mère a serré ma main. Elle m'a expliqué que Chloé serait spéciale toute sa vie. Les dommages au système nerveux ne pourraient pas être complètement guéris. Mais on pouvait l'aider. Elle devait être entourée par des personnes spéciales. Donc pas que nous, sa famille, mais aussi un neurologue, un psychiatre, un coordinateur, un pédiatre et d'autres médecins. Ils travailleraient avec le bébé pour qu'à l'avenir, elle puisse vivre sans presque aucune restriction et s'adapter à la société. Mais cette rééducation était assez chère et on n'avait pas beaucoup d'argent. Papa travailleur déjà à 2 endroits différents et maman... Oh, à partir de maintenant, maman devrait passer tout son temps avec Chloé. J'ai passé toute la journée à pleurer. Tu ne peux pas t'imaginer à quel point ça fait mal. Je me suis souvenue du garçon dans le bus, qui ne pouvait pas parler normalement même à 10 ans. J'avais peur que ma sœur finisse comme lui. J'ai essuyé mes larmes et j'ai marché avec détermination jusqu'au bureau de l'entreprise pour qui je faisais des shootings. Peut-être qu'il me laisserait travailler plus. Je pourrais gagner beaucoup d'argent et aider Chloé comme ça. À l'arrêt de bus, j'ai vu que l'affiche avec ma photo avait été retirée. Maintenant, il y avait une annonce pour une clinique dentaire. Peu importe, ça n'avait pas vraiment d'importance. Je parlerais à mon patron et on ferait des séances photos plus souvent. Mais une mauvaise surprise m'attendait au bureau. Tout excitée, j'ai couru vers le plateau et j'y ai vu une autre modèle. L'équipe faisait maintenant des compliments à cette fille, avec ses cheveux blancs parfaits et un sourire radieux. Pendant que je passais du temps avec ma sœur, l'entreprise m'avait trouvé un remplaçant. Ça n'avait pas été aussi difficile qu'ils l'avaient pensé apparemment. Et mon contrat avait donc été suspendu. Je suis sortie de là en courant. Et je me suis précipitée vers les toilettes du premier étage. Mon cœur battait la chamade dans ma poitrine. Les larmes coulaient, mais je ne pleurais pas. Je me suis regardée dans le miroir et là, d'un coup, j'ai compris à quel point j'étais fatiguée de mes cheveux. Tu sais ce que j'ai fait? J'ai sorti une paire de ciseaux de mon sac et je les ai coupés. Je n'ai pas ressenti une once de douce ou de tristesse. Avec mes cheveux, toutes mes peurs semblaient disparaître. J'ai compris que j'avais besoin de le faire. D'ailleurs, ça aiderait d'autres personnes aussi. Ma mère m'a aidée à vendre les cheveux. On a eu beaucoup d'argent pour ça. Assez pour la rééducation de Chloé. Les exercices commençaient à donner les premiers résultats. Le bébé avait appris à tenir la tête haute, s'était mis à babiller et s'intéresser aux jouets. Et imagine ça, quelques semaines plus tard, elle m'a souri pour la première fois. J'étais sur un petit nuage. Je sais que Chloé sera toujours spéciale, mais elle a de la chance. On est là pour elle. On fera tout pour l'aider à profiter de la vie. Je veux que le plus de personnes possible puissent faire comme elle, de prendre des pas conscients dans la vie, pour que ces personnes puissent sourire à leur mère, se faire des amis et, à l'avenir, des familles. C'est pourquoi j'ai probablement pris la décision la plus importante de ma vie. Je continuerai à faire pousser et à vendre mes cheveux pour aider les enfants comme ma petite sœur. Et je n'ai plus peur de les perdre.
Je pouvais même pas appeler quelqu'un pour demander de l'aide. Pour la première fois ce soir-là, j'ai pensé à mes parents. J'aurais tellement aimé qu'ils soient là avec moi. Mais pas de miracle pour moi. C'était mon propre choix. Salut, je m'appelle Ellie et j'ai 16 ans. Il y a un mois, ma vie a complètement changé. Avec mes parents, on a déménagé de Détroit à New York. Tout se passait bien, sauf pour une chose. Mes parents ont complètement arrêté de me comprendre. Le truc, c'est que j'avais été une adolescente exemplaire à Détroit. Je ne me maquillais pas, je m'habillais modestement. Je traînais avec des nerds et j'avais toujours été sous surveillance. Mais pour être honnête, j'avais toujours trouvé ça extrêmement chiant. Tout a changé à New York. À l'école, j'ai rencontré une fille extraordinaire qui s'appelait Amy. Et j'ai compris que ce n'était pas ma vie que j'avais vécue jusque-là. Et maintenant, grâce à ma nouvelle pote, j'étais devenue la personne que j'avais toujours rêvé d'être. Amy m'aidait à choisir des tenues élégantes. Grâce à elle, il y avait enfin des vêtements stylés dans ma garde-robe. On se mettait du vernis à ongles d'une couleur vive. Elle m'a appris à faire mes sourcils correctement et à bien utiliser un eyeliner. Grâce à elle, j'étais devenue irrésistible. Imagine ça un peu, je marchais dans la rue avec des vêtements neufs et pour la première fois, des gars se retournaient pour me regarder. Sauf que quand je suis rentrée à la maison, mes parents n'aimaient pas du tout mon nouveau look. « T'es folle ? Enlève-moi ça tout de suite !» m'a dit mon père. Puis ma mère m'a forcé à laver mon maquillage. Ouais, pas la réaction à laquelle je m'attendais. Évidemment, mes parents n'ont pas jeté mes nouvelles affaires, mais ils m'ont formellement interdit de les porter à l'école. C'était tellement injuste. Après tout, Amy pouvait venir à l'école comme elle voulait, et personne ne lui disait rien. Alors que moi, pendant ce temps, je devais laisser mes vêtements stylés à la maison. Mes parents ne comprenaient pas à quel point j'avais besoin d'eux. Après tout, je me sentais beaucoup plus mature et confiant avec mon nouveau look, alors que j'étais tellement simple dans mes vieux vêtements. Comme tu l'as déjà deviné, je suis sortie de la maison le matin comme je l'avais toujours fait. J'avais laissé mes vêtements neufs dans mon armoire, et je l'ai tout de suite regretté. Pas un seul gun s'est retourné comme il l'avait fait la veille. Je suis donc arrivée à l'école de mauvaise humeur et j'ai parlé à Amy de ce qui s'était passé. Elle a essayé de me réconforter, mais a admis qu'elle n'avait jamais eu affaire à quelque chose comme ça. Au contraire, ses parents l'ont toujours encouragée à porter des tenues joyeuses. Ça m'a encore plus bouleversée. J'étais vraiment la seule à avoir autant de malchance. Mais c'est là qu'Amy a une idée géniale. Le lendemain, on viendrait ensemble à l'école en ayant l'air aussi cool et choquant que possible. Je n'aurais même pas à me disputer avec mes parents. Tout ce que j'aurais à faire, c'était de sortir mes vêtements de l'armoire sans leur en parler, de les mettre dans mon sac, de partir de la maison avec mes vieux vêtements et de mettre les nouveaux dans les toilettes de l'école. C'était parfait comme plan. J'y ai pensé toute la journée, même à la maison. J'étais sur un petit nuage. Évidemment, mes parents l'ont remarqué. Ma mère m'a félicité de ne pas m'être énervée alors qu'il m'ait réprimandée et que j'étais assez mature pour reconnaître rapidement mes erreurs. Oh ma chère maman, tu ne me connais vraiment pas bien. Mais tant mieux, au moins comme ça, elle s'inquiétera moins. Mais c'était moi qui m'inquiétais le lendemain matin. Mes mains tremblaient pendant que je fourrais une mini-jupe, des chaussures et une trousse de maquillage dans mon sac à dos. Après l'avoir fermé, j'ai poussé un soupir de soulagement et j'ai descendu les escaliers le visage impassible. Maman, comme d'habitude, m'a embrassé au revoir et m'a donné mon déjeuner. Et papa m'a fait signe sans lever les yeux du journal. Ouf, il ne se doutait de rien. J'ai couru à l'école toute impatiente. Tout s'est déroulé comme prévu. Je suis allée aux toilettes de l'école, j'ai enlevé ces vêtements que je détestais et j'ai mis mes nouveaux vêtements. Puis je me suis tellement maquillée que je ne me suis même pas reconnue dans le miroir. Mais franchement, je kiffais ça. Amy et moi sommes sortis des toilettes comme si on était dans un film. On portait des talons hauts et des vêtements à la mode. Tu ne peux même pas imaginer comment tout le monde nous regardait. Les garçons nous laissaient passer et sifflaient avec admiration. Et les filles chuchotaient avec envie. C'était exactement la réaction dont je rêvais. Mais ce qui s'est passé ensuite ne faisait définitivement pas partie de mes plans. La principale nous a vus et a été horrifiée par notre apparence. Elle a commencé à crier tellement fort que j'en ai tremblé de peur. Pour être honnête, c'était la première fois que je me sentais aussi gênée. Après tout, je n'avais jamais eu de problème à l'école avant. Eh bien, il n'était jamais trop tard pour commencer, visiblement. Comme je le craignais, elle a appelé nos parents. Avec Amy, on attendait donc nos parents devant le bureau de la principale. Mais ma pote n'avait certainement pas besoin d'être inquiète. Je l'ai très vite compris quand j'ai vu sa mère. Au début, j'ai cru que c'était une adolescente. Elle avait l'air tellement moderne. Cheveux roses, tatouages, veste en cuir oversize et bottes en cuir noir. Je n'avais même pas remarqué que ma bouche était ouverte de surprise. Mais ce qui s'est passé ensuite m'a encore plus étonnée. Après avoir écouté le directeur, la mère d'Amy a juste dit « Ma fille s'habille comme elle veut. Je vous demanderai de ne pas lui imposer de code vestimentaire à l'avenir. » La principale n'était pas moins choquée que moi. Et elle est devenue tellement furieuse qu'elle a décidé de s'en prendre à moi. Quand ma mère est arrivée à l'école, elle s'est plainte pendant particulièrement longtemps et avait beaucoup d'enthousiasme. C'était tellement injuste. On avait changé nos vêtements toutes les deux avec Amy, mais j'étais la seule à être punie. Ma mère était très en colère. Quand on est rentré à la maison, elle a tout raconté à papa. Et ils ont décidé de me punir. Je ne pourrai plus sortir pendant un mois. En gros, plus de shopping, ni de soirée pendant un mois. C'était tellement injuste. Tout ça parce que j'avais changé de vêtements une fois. Alors qu'Amy avait fait la même chose, et elle s'en était sortie sans problème. Pourquoi je ne pouvais pas avoir les mêmes parents qu'elle ?
J'y ai pensé le lendemain quand tous mes potes sont partis à une soirée et que moi j'ai dû rentrer à la maison après les cours. Tu ne peux même pas imaginer à quel point je m'ennuyais. Au point que j'ai décidé de lire et que je suis allée dans la bibliothèque de la maison. Derrière une pile de livres, je suis tombée sur une grande boîte poussiéreuse. À l'intérieur, j'ai retrouvé un album de famille. Quand je l'ai ouvert, j'étais sous le choc. Sur les photos, ma mère, mais complètement différente. Cheveux bleus, jeans déchirés, pull bien trop grand et maquillage. En feuilletant les pages, j'ai aussi vu une photo de papa. Il avait les cheveux longs. Il était assis sur une moto, vêtu de cuir, entouré de gars qui avaient l'air tous aussi costauds. Il y avait plein de photos comme ça dans l'album. Je ne comprenais rien. Pourquoi mes parents me cachaient tout ça ? Pourquoi ils m'ont tant engueulé alors qu'ils étaient encore plus fous quand ils étaient jeunes ? Ils m'ont même puni. Je me sentais tellement mal que j'ai commencé à pleurer. Je vais leur montrer ce que j'en pense, moi. J'ai mis mes nouveaux vêtements, j'ai pris de la nourriture dans la cuisine et j'ai quitté la maison. Pour être honnête, je ne savais pas où aller. Mais je ne voulais vraiment pas rester à la maison avec ces menteurs. J'ai appelé Amy et je lui ai suggéré d'aller nous promener. C'est drôle, parce qu'on était habillés pareil qu'à l'école. Eh bien, t'as sans doute deviné, tout le monde faisait attention à nous ce soir-là. On a marché dans la rue et tout le monde s'est retourné pour nous regarder. 2 gars sont même venus nous draguer dans un restaurant d'hamburgers. C'était la première fois que ça m'arrivait. Et j'ai donné mon numéro à l'un d'eux sans hésiter. J'étais tellement heureuse que j'en ai même oublié mes parents. Mais ils m'ont rappelé qu'ils existaient avec leurs appels. Au début, je refusais tous les appels. Puis, je les ai tous les 2 mis sur liste noire. Imagine si mon nouvel admirateur n'arrivait pas à me joindre à cause de leur obstination. On a passé toute la soirée à se promener dans la ville avec Amy. À la tombée de la nuit, le gars du restaurant de hamburgers m'avait envoyé un texto. Il m'a suggéré qu'on se retrouve. Il m'a dit de venir dans une ruelle où je n'étais jamais allée avant. On y est quand même allé avec Amy et on a attendu les gars. C'était tellement sombre et effrayant que j'en avais la chair de poule. Tout d'un coup, un homme en cagoule noire est apparu au coin de la rue. Il s'est approché de nous et a volé nos téléphones portables. On n'a même pas eu le temps de crier parce que le mec avait disparu aussi vite qu'il était arrivé. Avec Amy, on était mortes de peur, seules dans un endroit inconnu, sans aucun moyen de communication. On ne pouvait même pas appeler les gars pour venir nous aider. Il n'y avait personne autour pour demander son chemin. On a erré dans les rues désertes, en espérant voir un endroit familier. Puis on est arrivé à une intersection avec plein de gens, et on a demandé aux passants comment rentrer chez nous. Je savais pas quoi faire ensuite, donc j'ai suggéré d'en parler aux parents d'Amy. Après tout, ils étaient tellement cool qu'ils nous aideraient, sans nous engueuler. Mais c'est là qu'Amy s'est assise sur le trottoir et a commencé à pleurer. Je comprenais rien à ce qui se passait. Puis elle m'a tout avoué. Il s'est avéré que ses parents ne faisaient pas du tout attention à elle. Ils la laissaient faire n'importe quoi, mais ils ne s'intéressaient pas du tout à sa vie. Ils se souciaient plus des passe-temps extrêmes et des soirées. Si Amy s'habillait comme ça, c'était pour que ses parents la remarquent. Et maintenant, ils étaient partis à une autre soirée, et ils ne pourront certainement pas nous aider. J'étais tellement choquée. On ne pouvait donc rien faire que d'aller chez mes parents. Je n'étais plus en colère contre eux, mais je voulais pas y retourner pour une autre raison. J'avais très honte d'avoir souhaité des parents différents, parce que visiblement, les miens étaient bien meilleurs. Et ils l'ont prouvé une fois de plus quand Amy et moi nous sommes apparus à la porte. Maman et papa se sont précipités pour me serrer dans leurs bras, au point où je n'arrivais presque pas à respirer quand je leur ai dit ce qui nous était arrivé. J'étais déjà prête à me faire engueuler, mais mes parents m'ont juste dit que ce n'était rien, que le plus important était que j'étais en vie et en bonne santé. Ils sont allés à la police et ont déposé une plainte. Au bout de quelques heures, le voleur qui nous avait fait peur a été arrêté. Imagine ça. En fait, c'était les mêmes gars qui nous avaient parlé au restaurant d'hamburgers. Ça faisait longtemps que la police essayait de coincer ces 2 mecs. Ce jour-là, on avait attiré leur attention à cause de nos vêtements. Et ils nous avaient choisis comme leur prochaine victime. Qui aurait pensé que mes rêves me feraient une blague aussi cruelle ? Visiblement, se démarquer n'était pas toujours une bonne idée. Ce soir-là, je me suis excusée auprès de mes parents. Et j'ai promis de ne plus expérimenter avec mes looks. Mais ils m'ont dit que je n'avais pas à me limiter trop durement. Je pouvais rester fidèle à moi-même, sans m'attirer des ennuis. Ma mère m'a dit que quand elle était jeune, elle changeait de couleur de cheveux tous les mois, et qu'elle avait adoré ça. Sauf que ça avait tellement abîmé ses cheveux qu'il lui a fallu plusieurs années pour les réparer. Après ça, elle avait décidé de porter des perruques de différentes couleurs. C'était beaucoup plus pratique et plus sûr. Et papa m'a dit qu'avoir l'air cool lui a presque coûté la vie. Un jour, il a eu un grave accident de moto. Et il a passé 2 mois à l'hôpital. Tout ça parce qu'il voulait avoir l'air cool et qu'il ne voulait pas porter un casque. Ellie, comprends-nous s'il te plaît. On a tout appris de nos propres erreurs. Et on voulait juste te protéger des problèmes, m'a dit ma mère. Puis, elle m'a suggéré que je porte des vêtements neufs, uniquement pour les soirées. Et m'a même permis de garder ma manucure. Mais j'ai décidé de moi-même que je ne voulais plus de mes vêtements. Maintenant, je choisirais plutôt quelque chose de moins frappant, mais pas moins beau. C'était vraiment la dernière réaction à laquelle je m'attendais. Complètement seule, j'ai regardé mes jambes, mon short à la mode, mes belles chaussures. Mes jambes étaient tellement minces. Pourquoi les gens me disaient encore que j'étais grosse ? Est-ce qu'ils me verraient comme ça pour le reste de ma vie ? J'étais tellement blessée et triste que je voulais juste quitter le lycée, me cacher dans ma chambre et pleurer. Mais là, tout d'un coup, j'ai senti le sol bouger sous mes pieds. Salut tout le monde, je m'appelle Pénélope et j'ai 16 ans.
T'as probablement déjà remarqué que je ne suis pas très mince. L'année dernière, j'ai essayé de changer, mais c'était vraiment un échec complet. Tu veux entendre toute l'histoire ? Alors abonne-toi à la chaîne et je t'expliquerai tout. Tu ne peux même pas imaginer combien de régimes j'ai essayé. Sauf qu'aucun d'eux n'a marché. Et le sport, c'est pas du tout mon truc. Une fois, j'ai même laissé tomber une barre sur la jambe d'un gars qui s'entraînait à côté de moi dans la salle de sport. J'aurais très bien pu m'arrêter et rester comme j'étais. Mais le problème, c'était que j'aimais vraiment un mec de ma classe, Reg. Et lui, bien sûr, aimait les filles qui avaient plutôt le même corps que Megan Fox. Un jour, après avoir essayé un autre régime sans résultat, je suis vraiment devenue déprimée. À chaque fois que je passais devant le miroir, je commençais à pleurer. Puis mes parents m'énervaient aussi. Jusqu'à ce qu'un truc bizarre se passe. Ce jour-là, ma mère a mis une assiette de crêpes devant moi au petit déjeuner. Des crêpes crémeuses qui sentaient trop bon avec une tonne de sirop d'érable. J'ai dit confuse, « Maman, tu sais que je peux pas manger ça. Ton père et moi avons trouvé une solution. Maintenant, tu deviendras fine. Comme tu l'as toujours voulu. » Mais comment ? J'ai demandé surprise. Mais ma mère n'avait visiblement pas l'intention de révéler ses secrets. Mange et arrête de t'inquiéter. Tout ira bien, je te le promets. Elle avait l'air tellement sûre d'elle que je n'ai même pas cherché à discuter. D'ailleurs, j'en avais déjà marre de toutes les restrictions alimentaires que je m'imposais. J'ai donc juste mangé l'assiette entière de crêpes et je suis partie au lycée. Quelques jours plus tard, je me suis réveillée et j'étais abasourdie. J'avais l'impression que mon corps s'était dégonflé. J'ai tout de suite couru dans la cuisine pour embrasser ma mère. Et j'ai remangé mes crêpes préférées au petit déjeuner, bien sûr. Ce jour-là, j'étais déjà vraiment surprise des changements. Mais une semaine plus tard, je ne me reconnaissais plus du tout quand je me regardais dans le miroir. J'étais tellement mince et belle, comme toutes ces filles qui partageaient leur régime sur Internet. Au prochain petit-déj, j'ai dit « Maman, c'est miraculeux !» Mes parents m'ont juste souri en réponse. J'ai demandé « Tu pourrais peut-être me dire le secret maintenant ?» Mais mes parents ont juste haussé les épaules. « Pénélope, profite simplement de ta nouvelle vie. Tu es une reine de beauté », m'a dit mon père avant de me donner un peu d'argent. « Tiens, va t'acheter un nouveau truc après les cours. » C'est donc ce que j'ai fait. Je suis partie au centre commercial et j'ai essayé des choses que je n'avais jamais pu essayer avant. Des robes courtes, des jeans skinny et des shorts. Après avoir dépensé tout l'argent que mon père m'avait donné pour de nouveaux vêtements, je suis rentrée à la maison et j'ai passé beaucoup de temps devant un miroir complètement euphorique. Quand Reg me verrait, il sera complètement in love de moi. Sauf qu'évidemment, c'était trop beau pour être vrai. Même quand je marchais dans les couloirs du lycée, la tête haute, j'avais l'impression que les gens autour de moi ne me remarquaient même pas. Il y a même des filles de l'autre classe qui m'ont pointé du doigt et ont crié « Eh, c'est la grosse !» J'étais tellement blessée que j'ai même appelé ma mère pendant une pause pour me plaindre. « Pénélope, elles sont jalouses de toi, c'est tout. N'y fais pas attention », m'a dit ma mère. Et elle avait raison. Elles étaient jalouses, parce qu'elles n'aimaient pas le fait qu'une loser comme moi peut devenir meilleure qu'elle. C'était juste dommage que Reg ne soit pas venu au lycée ce jour-là. Lui au moins aurait apprécié ma transformation. J'ai entendu dire qu'il était malade, donc j'ai juste décidé d'attendre son retour. Mais quelle coïncidence, je ne me sentais pas bien les jours suivants moi-même. J'ai eu mal à la tête et j'ai failli m'évanouir dans les toilettes de l'école. Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Peut-être que je perdais du poids trop vite et que mon corps était épuisé. J'ai même commencé à faire des cauchemars où je me réveillais dans mon ancien corps et que je ne pouvais rien y faire. J'ai vécu une semaine entière comme ça, jusqu'à ce que Reg revienne enfin à l'école. Quand je l'ai vu près de son casier, je ne me sentais plus du tout malade. Je me suis approchée de lui, confiante, et je lui ai dit « Salut Reg, ça va mieux ?» Mais Reg m'a juste fait une grimace avant de me répondre « Pourquoi je parlerais à une grosse comme toi ?» Puis il m'a tourné le dos et est parti. C'était vraiment la dernière réaction à laquelle je m'attendais. Complètement seule, j'ai regardé mes jambes, mon short à la mode, mes belles chaussures. Mes jambes étaient tellement minces. Pourquoi les gens me disaient encore que j'étais grosse ? Est-ce qu'ils me verraient comme ça pour le reste de ma vie ? J'étais tellement blessée et triste que je voulais juste quitter le lycée, me cacher dans ma chambre et pleurer. Mais là, tout d'un coup, j'ai senti le sol bouger sous mes pieds. Je me suis réveillée au bureau du médecin de l'école. À côté de moi, il y avait Cameron, un mec qui était en terminale. Qu'est-ce qu'il faisait ici, lui ? Dès que j'ai ouvert la bouche pour lui parler, le médecin a dit « Remerciez ce jeune homme. Qui sait ce qui se serait passé sans lui ?» J'ai donc appris que Cameron marchait dans le couloir quand je me suis évanouie et il avait réussi à me rattraper à temps. J'ai demandé « Mais qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» Mais le médecin m'a arrêté. « Votre professeur principal m'a signalé que vous vous sentiez très mal ces derniers temps. Vous devriez aller à l'hôpital dès que possible. Mais avant tout, vous devez corriger votre alimentation. » J'étais choquée.
Comment est-ce que j'avais réussi à perdre autant de poids au point où je devais en reprendre? Mais je ne pouvais rien faire. J'avais déjà lu les dangers de l'anorexie sur Internet. C'est pourquoi, dès le lendemain, j'ai commencé à manger encore plus de crêpes de ma mère et d'autres trucs hyper caloriques pour compenser ma perte de poids le plus tôt possible. D'ailleurs, je parlais à Cameron presque tous les jours aussi. C'était un gars incroyablement intéressant en vrai. On kiffait tous les deux Genshin Impact et regardait les films Marvel. Un jour, Cameron m'a invité à sortir ensemble un soir. On est allé au cinéma et il m'a même tenu la main. Après ça, on est allé se promener dans le parc de la ville. Ça ne faisait pas longtemps qu'on marchait quand j'ai commencé à me sentir mal d'un coup. Je ne me suis pas évanouie cette fois, mais j'étais quand même bien inquiète. Le lendemain matin, je me suis réveillée un peu plus tôt que d'habitude. C'est là que j'ai vu un truc bizarre. J'ai remarqué qu'il se passait quelque chose de suspect dans la cuisine. Je me suis cachée au coin du couloir et j'ai vu que ma mère mettait quelque chose dans mes crêpes préférées. Je n'en croyais pas mes yeux. J'ai vu qu'elle tenait une bouteille. Elle était d'une couleur violette vive. Elle l'a remise dans la trousse de secours et je me suis tout de suite dit que je pourrais facilement la retrouver plus tard vu la couleur. Tout en faisant semblant de n'avoir rien remarqué, j'ai appelé ma mère. Elle m'a dit « Oh ma chérie, t'es déjà réveillée. Les crêpes sont sur la table. Mange vite. Je vais aller me préparer pour le travail. » Non, je ne les mangerai pas. Dès que ma mère a quitté la pièce, j'ai ouvert la trousse de secours, j'ai sorti la bouteille violette et j'ai jeté les crêpes dans les toilettes. La première chose que j'ai faite à l'école a été de retrouver Cameron et de lui montrer la bouteille. « Cam, tu sais ce que c'est ça ?» ai-je demandé. Il était doué en chimie et en biologie, donc je m'étais dit qu'il saurait. Mais je ne pensais pas qu'il trouverait la réponse aussi rapidement. À la pause suivante, Cameron m'a pris à part et m'a dit « Penny, t'as bu ça ?» J'ai répondu hésitante. « Eh bien, oui, visiblement. » Il a secoué la bouteille devant moi et il est même devenu un peu rouge d'inquiétude. « Pourquoi t'as fait ça ?» J'ai lu que c'est un médicament expérimental qui a un effet horrible sur la psyché. Quand tu prends ça, tu cesses de te voir comment t'es vraiment et tu finis par devenir folle. Je me tenais là et je n'arrivais pas à croire ce qui se passait. En fait, je n'avais pas perdu un seul gramme. Donc évidemment, personne autour de moi n'a remarqué une quelconque différence. Mon corps parfait n'existait que dans ma tête. C'est pourquoi les vendeuses avaient chuchoté dans mon dos. C'est pourquoi les filles de l'école continuaient à me harceler. Et pourquoi Reg m'avait traitée de grosse. Je me sentais tellement humiliée que je ne pouvais même pas me résoudre à tout expliquer à Cameron. Heureusement, le dernier cours était sur le point de commencer et vu qu'on était dans des classes différentes, on a dû se séparer. Après les cours, j'ai tout de suite couru à la maison pour dire à mes parents tout ce que je pensais de ce qu'ils avaient fait. J'ai engueulé mes parents et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Vous vous êtes vraiment dit que ça m'aiderait ? Mes parents se sont contentés de dire que ça partait d'une bonne intention. En fait, ils avaient vu une pub à la télé et ils s'étaient dit que ça serait une bonne idée. Puis, en plein milieu de notre engueulade, je me suis encore évanouie. Quand j'ai repris conscience, j'étais à l'hôpital. Je ne savais pas de quoi j'avais le plus peur à ce moment-là. Revoir la belle illusion ou mon vrai corps. Mais quand j'ai baissé les yeux, j'ai vite déchanté. J'étais grosse, même plus qu'avant. Mes parents étaient là, à côté de moi. « Penny, on est vraiment désolés. On n'avait vraiment pas envie de te faire du mal, » m'a dit ma mère, les larmes aux yeux. Mais je ne me sentais même plus en colère. J'étais juste heureuse de ne pas avoir complètement perdu la tête. Je leur ai donc dit « C'est bon, après tout, moi j'ai cru à tous ces régimes débiles. Et la moitié d'entre eux étaient tout aussi dangereux que ce que vous m'avez donné. » On a parlé un peu, puis ils m'ont dit qu'il y avait un autre visiteur. Quand ils sont sortis dans le couloir, Cameron est entré. D'un côté, j'étais très contente de le voir, mais de l'autre, je voulais me cacher sous la couverture. « Cam, ne me regarde pas, je suis de nouveau grosse et moche. » J'ai dit toute triste. Mais il m'a juste souri. « Tu es exactement la même personne que tu étais quand je t'ai rencontrée. Et je t'aime, comme ça. » m'a-t-il répondu, avant de me sortir un bouquet de fleurs de derrière son dos. C'est là que j'ai compris qu'on n'avait pas besoin de devenir une personne différente si les sentiments sont réels. Aujourd'hui, ça fait quelques temps qu'on est ensemble déjà. On joue beaucoup ensemble, on va au cinéma, on va marcher ensemble. D'ailleurs, depuis que j'ai commencé à marcher plus, j'ai même perdu un peu de poids et j'ai commencé à m'aimer plus. On a d'ailleurs posé plainte contre la société qui produisait ce que ma mère mettait dans les crêpes et elle a été fermée depuis. Apparemment, j'étais loin d'être la seule qui avait souffert à cause de leurs produits. Tiens, dis-moi dans les commentaires, t'as déjà été trompée par de faux produits pour perdre du poids ? J'aimerais vraiment en savoir plus. J'ai regardé ma mère surprise. Un appel téléphonique ? Pour moi ? Complètement confuse, je suis descendue. Et il m'a fallu un moment pour comprendre pourquoi mes parents étaient autant en colère. Quand j'ai mis le téléphone à mon oreille, une voix joyeuse a retenti. « Bonjour, je suis un représentant de la chaîne locale des infos. Nous avons été impressionnés par votre fête, alors j'aimerais bien vous poser quelques questions. » Oh non, mes parents n'étaient pas censés être au courant de la soirée. Qu'est-ce qu'ils vont me faire maintenant ? Salut, je m'appelle Jane et j'ai 16 ans.
Toute ma vie, aussi loin que je me souvienne, on a déménagé à cause du travail de mes parents. Eh bien, il y a quelques mois, rebelote. Et on était revenu dans la ville où je suis née. Je suis allée en cours juste dans les dernières semaines avant les vacances d'été. Et la première chose que j'ai entendue en entrant dans le nouveau bâtiment était « La soirée d'Olivia était tellement cool, si seulement mes parents me laissaient retourner la voir !» Et les jours qui ont suivi, où que j'aille, je n'entendais parler que de la fête qu'Olivia avait organisée. Et plus je les entendais kiffer, plus j'étais triste de ne pas y être allée. Au point où je n'arrivais plus à le supporter. Et je me suis plaint à ma nouvelle pote, Rue. Mais elle a juste haussé les épaules en disant « T'inquiète pas Olivia, c'est la reine locale des soirées. Elle en fait tout le temps, donc tu auras très certainement une occasion pour y aller. » Ça aussi, ça m'a remonté le moral. Donc le lendemain, j'ai décidé de mieux apprendre à connaître Olivia, pour bien m'entendre avec elle. J'avais toujours entendu dire à quel point elle était gentille et amicale. Mais t'aurais dû voir sa tête quand je me suis approchée d'elle? Olivia m'a regardée avec les sourcils froncés, et ne m'a même pas répondu quand j'ai essayé de me présenter. Puis, elle s'est retournée de manière démonstrative et est partie. Je suis restée debout, complètement perdue, avec ma main tendue dans le vide, pour une poignée de main. Qu'est-ce qui cloche avec elle? Sa réaction m'a paru tellement absurde que j'ai décidé de ne pas y prêter attention. On ne sait jamais, peut-être qu'elle avait juste eu une mauvaise journée. J'ai donc décidé de tenter ma chance une deuxième fois, à une de ses soirées. C'est vrai qu'elle en faisait souvent. Je me souviens comment je suis arrivée chez elle, puis que je suis entrée avec la foule, et que j'étais stupéfaite. Musique, boisson, bouffe, tout était au top. Je n'étais jamais allée à une soirée aussi stylée avant. Puis il s'est passé une demi-heure, et pendant que je dansais, m'amusais, et essayais de bien connaître tout le monde, Olivia est entrée dans la pièce. Elle m'a tout de suite retrouvée dans la foule. Son sourire a fondu comme neige au soleil. Elle s'est approchée de moi, a pris ma main et m'a traînée. Elle m'a emmenée avec elle dans une pièce à côté. Puis elle m'a dit en colère « Comment t'es arrivée ici, toi? Qui c'est qui t'a laissé entrer? Va-t'en d'ici, maintenant !» Je m'y attendais vraiment pas du tout. Je suis sortie de chez elle en larmes, sous les regards surpris des autres. Qu'est-ce que je lui ai fait? Qu'est-ce que j'ai pu faire de mal? La colère a vite remplacé ma tristesse. Eh bien, peu importe, j'étais sur le point de lui montrer à qui elle avait affaire. J'organiserai moi-même une soirée tellement stylée que plus personne ne voudra aller chez Olivia. Parfaitement déterminée, j'ai commencé à chercher les prix de centaines de décorations et de la vaisselle jetable sur Internet. Mais là, mes parents, avant d'inviter qui que ce soit chez moi, il fallait bien que je leur demande la permission. Mais ils ne voulaient pas accepter, peu importe ce que je leur proposais en retour. J'ai essayé de les persuader pendant plusieurs jours, puis j'ai compris, impossible de les convaincre. Les vacances d'été ont commencé, et moi, j'ai commencé à souffrir. Vu qu'on n'avait plus cours, Olivia organisait encore plus souvent des soirées. Et bien sûr, personne ne m'invitait. Heureusement, après quelques semaines, j'ai eu de la chance. Mes parents m'ont annoncé qu'ils voulaient partir en vacances. Évidemment, j'ai tout de suite saisi l'opportunité. J'ai dit que je voulais rester à la maison. Et ils avaient à peine franchi le pas de la porte que j'organisais déjà ma soirée. J'ai planifié ma soirée pour un jour, quand Olivia n'en faisait pas une. J'ai acheté plein de boissons, de la bouffe. J'ai décoré notre arrière-cour. Puis j'ai aussi passé une éternité à me coiffer et à me maquiller, pour vraiment impressionner les garçons. À l'heure du rendez-vous, j'avais vraiment hâte de voir tout le monde arriver, mais personne n'est venu, sauf Rue. Elle m'a expliqué qu'Olivia avait d'une manière ou d'une autre découvert mes plans. Et donc évidemment, elle s'est empressée de faire sa soirée en même temps, juste pour que personne ne vienne ici. Encore une fois, j'étais complètement perdue. Pourquoi elle me faisait ça? Cependant, cette fois, j'ai décidé que je me laisserais pas faire. Maintenant, je devais vraiment organiser une soirée de dingue qui rendrait Olivia jalouse. La session de brainstorming a duré plusieurs jours. Il fallait trouver quelque chose de spécial, d'intéressant. Bien sûr, une soirée à thème. Et le thème serait les jeux has-been. La première étape était la préparation. J'ai fait le tour de tous mes potes, leur demandant de me prêter des pop-its et des hand-spinners pour quelque temps. Ça avait beau être populaire avant, maintenant, tout le monde s'en fichait. La deuxième étape était un peu plus créative. J'ai fait des guirlandes stylées avec des hand-spinners et je les ai accrochés partout dans la maison. J'ai accroché des pop-its ensemble et je les ai collés au mur avec du ruban double face pour que tout le monde y ait accès. Et aussi, j'ai trouvé des matelas gonflables pour mettre dans la piscine. On aurait dit des pop-its géants. Et finalement, la troisième étape, c'était les invitations. J'ai pris cette affaire très au sérieux, pour que personne ne puisse faire contre-soirée. J'ai fait des invitations personnalisées, joliment décorées. Puis, je suis partie les distribuer personnellement. Eh bien, maintenant ça marcherait à coup sûr. Personne ne voudrait manquer une telle soirée. Ils viendront au moins par politesse. Encore une fois, le soir venu, j'ai commencé à attendre avec impatience. Et encore, personne d'autre que Rue n'est venu. Avec le regard le plus coupable du monde, elle m'a tendu son téléphone. En fait, Olivia avait envoyé un SMS à tous nos potes en commun. Elle a promis que quiconque venait à ma soirée n'aurait plus le droit de venir chez elle. Je n'ai jamais été aussi bouleversée auparavant. J'y avais passé tellement de temps et d'efforts. Mais Rue, d'une manière ou d'une autre, a réussi à me remonter le moral. Elle a vu le jardin et a crié d'admiration. Puis elle m'a félicitée et elle m'a dit qu'on devrait prendre plein de photos parce que c'était vraiment beau ce que j'avais fait. C'est donc ce qu'on a fait. Puis on a nagé, mangé, bu et passé la soirée ensemble. En vrai, on a passé un bon moment. Mais j'avais quand même ce vilain sentiment de déception toute la soirée.
Quand je me suis réveillée le lendemain matin, j'étais vraiment de mauvaise humeur. Mais seulement jusqu'à ce que je prenne mon téléphone. Les photos qu'on avait prises avec Rue avaient eu presque 1000 likes. Et t'imagines même pas combien de commentaires il y avait. Je scrollais là, et je n'en croyais pas mes yeux. Tout le monde m'a félicité, et tout le monde a regretté de ne pas avoir pu assister à une soirée aussi stylée et originale. Et ça ne s'est pas arrêté là. Très vite, on a compris que la chaîne des infos locales avait vu les photos. Et ils m'ont aussi félicité pour mon originalité. Puis, il y avait tellement d'autres messages. Tout le monde m'a demandé si je pouvais refaire quelque chose comme ça. Mais visiblement, plus personne ne s'inquiétait de ne pas pouvoir aller chez Olivia. Je me sentais enfin comme une vraie gagnante. Je n'avais pas eu le temps de retirer la déco. Donc, ce n'était pas du tout compliqué d'organiser une autre soirée. J'ai même commencé à la planifier quand j'ai reçu un message de mes parents. Ils me disaient qu'ils rentreraient quelques jours plus tôt. Oh non. J'ai dû dire non à toutes les personnes qui voulaient venir. J'ai vite commencé à nettoyer la maison avec Rue, qui était quand même terriblement déçue pour moi. La vie, après l'arrivée de mes parents, Olivia a continué à organiser des soirées. Et moi, j'ai continué à souffrir, comme je ne pouvais pas y aller. Puis un jour, mes parents m'ont appelé. Il y avait un appel téléphonique pour moi. En descendant les escaliers, je ne comprenais pas pourquoi mes parents avaient l'air tant en colère. Mais dès que j'ai mis le téléphone à mon oreille, c'était des journalistes. Et ils voulaient poser quelques questions sur ma soirée. Et évidemment, ils ont tout dit à mes parents, sans faire exprès. Oh, j'avais tellement peur. Je pensais que je serais punie et interdite de sortir de chez moi pendant plusieurs semaines. Donc, dès que j'ai raccroché le téléphone, j'ai immédiatement commencé à tout leur expliquer. Je leur ai parlé d'Olivia, qui était vraiment méchante avec moi, et des efforts que je fais pour essayer d'organiser des soirées. Pour être honnête, je n'avais presque aucun espoir pour quoi que ce soit. Mais là, le visage de mes parents a vite changé. Ils n'étaient plus en colère. Maman m'a dit « Olivia, c'est pas cette fille avec qui tu étais amie quand tu étais petite ?» Et puis, quand j'ai montré une photo d'elle, elle m'a tout expliqué. En fait, quand j'étais très jeune, j'étais amie avec Olivia. Mais un jour, je l'ai poussée sans faire exprès, au point où elle a dû être emmenée à l'hôpital, pour des points de suture. Après ça, la mère d'Olivia nous a interdit de jouer ensemble. Oh mon Dieu, je m'en souvenais même pas. J'étais trop jeune en même temps. Mais Olivia avait 2 ans de plus, et elle s'en souvenait apparemment. C'est pour ça qu'elle voulait pas me parler. Sans y réfléchir 2 fois, je suis partie chez Olivia. Elle ne voulait pas me laisser rentrer au début, mais j'ai réussi à la persuader. Je lui ai demandé pardon, et j'ai expliqué que je me souvenais pas du tout l'avoir poussée, mais je l'avais certainement pas fait exprès. Olivia m'a regardée pendant un long moment, mais ensuite, à mon grand soulagement, elle a finalement souri. Elle m'a pardonné, et m'a même montré une petite cicatrice au-dessus de son sourcil, qu'elle a eue à cause de moi du coup. Un peu plus tard, on a commencé à discuter un peu, et Olivia m'a félicité pour cette idée de soirée que j'avais eue. Elle m'a même dit qu'elle n'aurait jamais pensé à une telle chose de sa vie. Et puis, j'ai une idée de génie. J'ai donc suggéré, et si on unissait nos efforts ? Tu as un endroit, puisque tes parents t'autorisent à organiser des soirées, et moi j'apporterai créativité et design. Bien sûr, Olivia a accepté. Moi, j'étais sur la lune. Quelques jours plus tard, on a organisé une soirée à thème avec Olivia. Le même thème que j'avais voulu faire à la maison, avec des hand spinners, des pop-it et tout ça. Sauf que cette fois, toute l'école est venue. La soirée était vraiment dingue, au point où ils s'en souvenaient une année après encore. Puis, j'ai décidé que la vie s'améliorait enfin. Que maintenant je m'amuserais, comme tout le monde en vacances d'été. Sauf que j'avais complètement oublié qu'Olivia avait eu son diplôme d'études secondaires. Ce qui voulait dire qu'elle partait très bientôt pour l'université. J'en ai donc parlé à Olivia. Et tu ne croiras pas ce qu'elle a fait. À la soirée d'après, elle a remis le titre de reine des soirées. À moi, elle m'a dit que j'étais vraiment une bonne organisatrice. Et que maintenant, je divertirais les gens à sa place. Les photos qu'on a prises de soirée ont eu plein de likes sur les réseaux sociaux, au point où les journalistes ont commencé à essayer de me contacter. En voyant ça, mes parents sont enfin devenus gentils avec moi. Ils m'ont dit que je semblais avoir un talent pour la planification, et qu'ils m'autorisaient donc à faire une soirée chez moi toutes les 2 semaines. Voilà mon histoire. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, je dois aller accrocher des guirlandes. J'aimerais bien vous inviter tous aussi, le public. Mais bon, vous êtes un peu trop nombreux quand même. Je ne me suis jamais sentie aussi mal avant. Je courais dans une rue sombre, sans savoir où j'allais. Je voulais être le plus loin possible de chez moi, cet endroit où l'on m'avait menti pendant tant d'années. Pourquoi ils m'ont fait ça? À moi? Salut, je m'appelle Mélissa, j'ai 16 ans et avant, j'étais la plus grande fille de ma classe. Il y avait beaucoup de personnes de grande taille dans ma famille. Ma mère faisait 1m80 et mon père 1m95. Moi, je ne faisais que 1m57. Mais c'était déjà assez pour me tenir fièrement en tête de file au cours de gym, pendant que mes potes bavardaient derrière moi. D'ailleurs, elles ont vite eu d'autres sujets pour ragoter. Le dernier jour d'école avant les vacances d'été, des personnes chargées de trouver des modèles sont venues dans notre école. Ils nous ont dit qu'ils cherchaient des filles talentueuses pour les défilés de mode. Et ils ont donc organisé un casting. J'ai donné tout ce que j'avais. J'ai descendu la piste en talons, j'ai fait volte-face et j'ai embrassé le public. L'agence de mannequins était ravie et ils m'ont invité à venir chez eux dès l'automne prochain. J'étais aux anges. Tout ça grâce à ma taille. Après tout le monde savait que seules les personnes de grande taille pourraient être des modèles. On a fêté ça avec mes camarades de classe et je suis rentrée de bonne humeur. J'avais 3 mois de liberté devant moi.
Mais j'ai fermement décidé de ne pas rester inactive, et donc de passer des vacances productives. Je me suis dit que j'allais faire un régime, pour surprendre encore plus tout le monde à l'automne en conquérant les podiums. À la maison, j'ai serré mes parents dans mes bras et je leur ai dit « Maman, papa, je vais être mannequin !» Ils étaient vraiment heureux pour moi. Mais ensuite, ils m'ont annoncé une triste nouvelle. Ils ne pourraient pas prendre des vacances cet été, donc on devra passer toutes les vacances d'été à la maison. J'étais plutôt énervée de base, mais je l'étais encore plus quand j'ai découvert que j'étais la seule de ma classe à rester en ville cet été-là. Moins d'une semaine plus tard, toutes mes potes étaient parties. Mes parents passaient leur journée au travail et je me sentais très seule. J'ai essayé plein de trucs pour passer le temps, mais je m'ennuyais très vite. La seule chose qui m'intéressait, c'était de suivre un régime strict et de faire du jogging le matin. J'ai vite vu les premiers résultats. Ma taille s'était affinée de 2 cm. Je souriais fièrement à mon reflet dans le miroir quand je me suis posé une question. Je me demandais à quoi ressemblait ma mère quand elle était jeune. Peut-être que je lui ressemblais maintenant. J'ai sorti un album de famille et j'ai commencé à feuilleter les photos toute impatiente. Trouvé! Ma mère était vraiment magnifique, mais on ne se ressemblait pas du tout. Pareil pour mon père. Peut-être que je trouverais des similitudes si je trouvais des photos de moi étant bébé aussi. J'ai feuilleté tout l'album 2 fois, mais je n'ai pas du tout trouvé mes photos d'enfance. Quand mes parents sont revenus du travail, je leur ai donc posé la question. Ma mère y a réfléchi, puis elle m'a dit qu'elle ne devait pas avoir d'appareil photo à l'époque. Ça, c'était définitivement un mensonge. Il y avait plein de photos prises à mon année de naissance. C'était juste qu'il n'y avait que mes parents, sans moi. Pourquoi mes parents n'ont pas pris de photos de moi quand j'étais jeune? Peut-être que j'avais grandi dans un orphelinat et qu'ils ne me connaissaient donc pas encore. Cette pensée m'a donné la chair de poule et j'ai essayé de m'en débarrasser. C'est n'importe quoi. Après tout, j'avais des points communs avec mes parents. Ma taille par exemple. Et j'avais tellement le même rire que ma mère. Il pouvait y avoir plein de raisons pour lesquelles ils n'avaient pas de photos de moi, non? Peut-être qu'ils pensaient que ça portait malchance. Ça me semblait assez convaincant. Donc, après avoir bavardé avec mes parents, tous mes soupçons se sont envolés. D'ailleurs, ça s'est calmé au boulot de mes parents à ce moment-là. Et ils ont commencé à passer plus de temps à la maison. On a donc passé pas mal de temps ensemble, et je m'ennuyais plus. On a fait des randonnées, on est allé au cinéma, et on s'est amusé à la maison. L'été a filé. Et puis, il était temps de retourner à l'école. J'avais perdu 7 kilos en 3 mois, et je me sentais encore plus confiante. J'avais tellement hâte de revoir mes potes. Je me demandais s'ils avaient changé pendant les vacances. Mais une fois que je les ai vus arriver, j'aurais préféré ne pas les voir. Quand je suis arrivée, toutes les filles me regardaient, abasourdies. Au cours de l'été, elles avaient toutes considérablement grandi. Et elles étaient devenues plus grandes que moi. Il y en a même qui faisaient carrément une demi-tête de plus. Comment ça se fait que j'étais la seule à ne pas avoir changé? Je me suis regardée dans un miroir dans le couloir de l'école, et je n'étais plus du tout heureuse. D'un coup, j'avais l'impression que j'étais beaucoup trop fine, au point où c'était malsain. Et je trouvais que ma robe et mes chaussures étaient immondes. Je me sentais comme une enfant, comparée aux autres filles. Et elles en parlaient déjà. Mais ce n'était que le début. Le prof de gym avait vraiment l'air surpris quand il m'a vue, et il m'a envoyé tout au bout de la file. En cours d'info, ça ne s'est pas mieux passé. Au cours de l'été, l'école avait rénové les meubles. Les bureaux étaient plus hauts que les précédents, et je ne pouvais pas m'asseoir correctement. Du coup, je me sentais vraiment mal. J'ai dû m'asseoir sur mon cartable pour arriver à atteindre le clavier. Les gens de ma classe l'ont vu, et ils ont passé l'heure à rigoler. Comme tu peux donc l'imaginer. J'étais de très mauvaise humeur, mais ça s'est amélioré avec une nouvelle inattendue. Le prof nous a annoncé qu'il y aurait un concert pour nous après les cours. Dès que la cloche a sonné, j'ai couru dans la salle. Mais il y avait déjà tellement de monde. Du coup, tout ce que j'ai vu, c'était le dos des gens, pendant tout le concert. La pensée du défilé de mode était assez rassurante pour m'éviter d'éclater en pleurs là, devant tout le monde. Après tout, juste après le concert, j'allais prendre mon premier cours dans l'agence de mannequins. J'ai donc couru là-bas et j'ai oublié tous mes problèmes. Parce qu'être mannequin, c'était mon rêve. Ils m'ont rencontré à la porte et m'ont conduit aux autres filles. Et puis, oh non, j'ai vu qu'elles étaient toutes beaucoup plus grandes que moi. Sans m'en rendre compte, je me repliais sur moi-même, ce qui faisait que j'apparaissais encore plus petite que je ne l'étais déjà. Une des filles m'a demandé « Depuis quand les nains de jardin comme toi sont acceptés comme modèles ?» Tout le monde a éclaté de rire. C'était trop pour moi. Je ne pouvais plus le supporter. Mes genoux tremblaient. Des larmes coulaient sur mon visage. Je me suis enfuie. Je ne pouvais pas me calmer, même à la maison. Mes parents ont essayé de me réconforter, mais ça m'a encore plus mis en colère. J'ai demandé à mes parents « Pourquoi? Dites-moi pourquoi je ne grandis plus ?» Tout allait si bien. Mais ils ont juste haussé les épaules, impuissants, et m'ont dit que ça pouvait arriver. Mais ma mère était une mauvaise actrice, parce que j'ai vu une larme couler sur son visage. Je n'ai rien dit à mes parents ce soir-là, mais une chose était claire. Ils me cachaient quelque chose, et c'était évidemment quelque chose que je n'aimerais pas. Malgré ça, je devais connaître la vérité, donc j'ai attendu qu'ils s'endorment. Je me suis armée d'une lampe de poche et j'ai commencé à fouiller l'appartement à la recherche d'un indice. Je ne savais pas quoi chercher, mais j'ai fait confiance à mon intuition. Et ça ne m'a pas déçue. Mais ce que j'ai trouvé a bouleversé ma vie. Dans une bibliothèque, un des livres n'avait pas un marque-page, mais un morceau de papier. Il s'est avéré que c'était un certificat d'adoption délivré il y a 4 ans. C'est comme ça que j'ai appris que j'ai été mise dans un orphelinat à l'âge de 2 ans. Je n'étais pas du tout liée à mes parents par le sang. Ils m'avaient menti toute ma vie. Et à cause de leurs mensonges, j'avais commencé à croire en un rêve qui ne se réaliserait jamais.
Ça m'a fait tourner la tête. Je me suis précipitée hors de la maison en larmes, sans savoir où j'allais. Quand tout à coup, une lumière vive m'a presque aveuglée. La dernière chose que j'ai entendue, c'était le crissement des freins et un homme qui criait. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu mes parents. Je ne les ai jamais vus aussi effrayés avant. Quand ils ont vu que j'étais réveillée, ils m'ont serré si fort que je n'arrivais plus à respirer. Je ne comprenais pas ce qui s'était passé, ni où j'étais. Un homme en blouse blanche m'a tout expliqué. Il était médecin et il m'a dit que j'avais été renversée par une voiture la nuit dernière. Le chauffeur effrayé m'avait emmenée lui-même à l'hôpital. Les médecins m'avaient examinée et avaient même découvert que j'avais des ecchymoses sur la colonne vertébrale. Heureusement, la blessure n'était pas grave et ils ont accepté de me laisser rentrer chez moi le lendemain. Une fois la peur passée, je me suis souvenue de tout ce que j'avais découvert. Je me suis assise sur mon lit et j'ai lancé un regard noir à mes parents. Est-ce qu'ils allaient encore me mentir? Mais ce que ma mère m'a dit m'a touchée au plus profond de moi. J'ai découvert que mes parents biologiques m'avaient abandonnée alors que je n'avais même pas 3 mois. Les médecins m'avaient diagnostiqué un retard de croissance. En raison d'un manque de vitamine D, mes os se développaient trop lentement. Ils ont donc dépensé beaucoup d'argent et d'efforts pour me soigner. J'étais devenue un fardeau pour mes parents biologiques et ils avaient décidé de me laisser dans un orphelinat. Mais j'avais eu de la chance. Quand j'avais 2 ans, un couple marié venu adopter un bébé m'avait remarqué. J'étais allongée dans un berceau et j'avais l'air tellement petite et fragile qu'ils avaient eu pitié de moi. Ils avaient voulu faire de moi un enfant en bonne santé et heureux. C'est comme ça que j'ai grandi avec une famille aimante. Pendant une année, mes parents m'emmenaient chez le médecin et me traitaient avec tous les moyens possibles. Et leurs efforts n'avaient pas été vains. Quand j'avais 3 ans, j'avais rattrapé les autres enfants et j'ai commencé à vivre une vie ordinaire. On ne voulait pas que tu t'inquiètes, donc on a décidé de tout garder secret, m'a dit maman tendrement. Voilà donc pourquoi ils n'avaient pas de photo de moi étant bébé. J'ai senti des larmes monter aux yeux, mais cette fois, c'était des larmes de gratitude et de bonheur. J'ai serré mes parents dans mes bras et je m'étais excusée de m'être enfuie la nuit dernière. J'avais honte d'avoir pu penser du mal des personnes les plus importantes de ma vie. Mais une question me tracassait toujours. Si je n'étais plus censée avoir mes problèmes de croissance, alors pourquoi étaient-ils réapparus maintenant, alors que j'étais presque une adulte? C'est là que le docteur a repris la parole. Il m'a expliqué que je m'étais trop emportée en suivant un régime et que mon corps avait donc subi tellement de stress qu'il avait réagi par un ralentissement de la croissance. Ça arrivait justement à ceux qui avaient souffert de ma maladie étant plus jeunes. J'ai eu peur. Qu'est-ce que ça voulait dire pour moi? J'allais vraiment rester petite toute ma vie? Heureusement, il m'a expliqué que tout ça pouvait être réglé en prenant des vitamines. Mes parents m'ont promis qu'on s'en sortirait, comme on l'avait fait ensemble il y a 10 ans. J'étais tellement heureuse parce que j'avais les meilleurs parents du monde. Le lendemain, je suis sortie de l'hôpital et je suis arrivée à l'école de bonne humeur. Plus personne ne pouvait gâcher quoi que ce soit maintenant. Je marchais fièrement, le dos droit jusqu'à mon bureau. J'ai ensuite posé mon sac sur ma chaise et je me suis fièrement assise dessus. Plus personne ne se moquait de moi maintenant. Un gars m'a même trouvé un petit oreiller quelque part pour me permettre de m'asseoir plus confortablement. Depuis ce jour, tout a changé. Le prof de gym m'a chargé de l'échauffement. Les garçons me mettaient sur leurs épaules au concert et m'attrapaient des livres sur les étagères supérieures de la bibliothèque. Et l'agence de mannequins m'a rappelé et m'a demandé pourquoi je m'étais enfuie. En fin de compte, j'ai réalisé que ce qui était important n'était pas l'apparence, mais la façon dont tu te présentes. Après tout, il ne s'est passé qu'un jour entre le moment où tout le monde se moquait de moi et le moment où tout s'est amélioré. Évidemment, mon apparence n'avait pas changé, mais grâce à mes parents, j'ai réussi à m'accepter comme je l'étais et à apprendre à m'aimer en si peu de temps. Et ça a fait qu'il y a des personnes qui sont tombées amoureuses de moi. Comment il a pu me faire ça? Pourquoi, de toutes les personnes possibles et imaginables sur Terre, c'est lui, mon frère? Je n'ai plus la force de lui tenir tête. Bonjour, je m'appelle Amélia, j'ai 15 ans, et ma famille me déteste. Les gens disent souvent que l'enfant le plus jeune de la famille, c'est le petit chouchou des parents. Sauf que si je dois prendre ma famille en référence, c'est un mensonge flagrant, car il n'y avait pas de place pour moi dans ma famille. Mes parents n'aimaient qu'une personne, Adam, mon frère aîné. Tout le monde l'aimait, sauf moi bien évidemment. Parce qu'entre lui et moi, ça ne l'a jamais fait. Depuis mon enfance, il n'a qu'empoisonné ma vie. Au début, c'était des petites farces entre gamins, mais avec le temps, sa haine pour moi a vraiment grandi. Puis nos parents, peu importe ce qu'ils faisaient, ils le supportaient toujours. Mais bon, je m'y suis habituée. Bon, ok, je voulais que mes parents fassent attention à moi aussi de temps en temps. J'essayais d'attirer leur attention avec mes bonnes notes et ma gentillesse. Mais pour eux, il y avait toujours qu'Adam. Et puis Adam a vraiment abusé un jour. J'ai passé 6 mois à préparer un concours de dessin très important. C'était ma chance. Le gagnant du concours aurait la possibilité d'entrer gratuitement dans une école d'art, puis dans une université spécialisée. C'était vraiment mon but dans la vie. J'ai longtemps travaillé sur mon œuvre, n'arrêtant que pour aller en cours et pour manger. C'était vraiment important pour moi que chaque détail soit fait à la perfection, que les ombres tombent aussi correctement que possible. J'avais vraiment besoin d'une victoire personnelle, et je ne sais pas ce qui m'a pris d'en parler à mes parents. En vrai, j'en ai même pas vraiment parlé. J'ai juste dit que le lendemain, quelqu'un devait me conduire à un certain endroit. L'endroit en question était celui où les candidats venaient déposer leur candidature. Et puis je suis partie me coucher, sans me douter ce dans quoi je m'étais mise. Quand je me suis réveillée le matin, j'ai vu que mon tableau, qui n'avait pas bougé du chevalet depuis 6 mois, avait disparu.
Il n'était ni dans ma chambre, ni dans la maison. Et la voiture de mes parents avait disparu aussi. Et Adam, je savais même pas où je devais aller. En cours? À mon école de dessin? J'ai commencé à me dépêcher pour partir quand Adam est revenu. Il a rigolé, s'est approché de moi, m'a attrapé la main et il m'a dit d'un ton moqueur que mon dessin était vraiment incroyable. Au début, il voulait juste le détruire, mais il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas détruire quelque chose d'aussi beau. Il l'a donc donné à sa copine, qui aimait dessiner aussi. Comme ça, il était sûr que sa copine gagnerait la compétition, avec mon travail. Et quand j'ai essayé de crier, mon frère m'a juste attaché et m'a enfermé dans sa chambre. Puis, il m'a dit de ne pas crier, sinon ça ne ferait qu'empirer les choses. J'ai passé 3 heures attachée dans sa chambre, alors qu'il était assis devant l'ordi et jouait à un jeu stupide. J'ai pleuré, je l'ai supplié de me laisser partir. J'ai dit que je me plaindrais aux parents, mais ils s'en foutaient royalement. Puis j'ai dû fatiguer Adam avec mes cris, et il est juste parti. Ou peut-être qu'il était parti féliciter sa copine. Je n'en avais aucune idée. Je me suis libérée, par miracle. En fait, il y avait un bout de métal sur son lit. Pour je ne sais quelle raison, j'ai donc scié les cordes avec ça. Mais c'était déjà trop tard. Le concours était terminé, et Adam m'a envoyé un SMS disant que mon dessin avait eu la première place, qu'ils veulent même l'exposer à la galerie. Le tout sous le nom de sa copine, bien évidemment. Donc encore une fois, à cause de mon frère, j'ai perdu quelque chose qui m'était cher. Sauf que cette fois, ce n'était pas ma poupée préférée ou un sac de bonbons. Cette fois, il a réussi à voler mon avenir. Mais le plus choquant, c'est que j'ai tout dit à mes parents. J'ai montré mes poignets qui avaient été abîmés par la corde. J'ai pleuré parce que je n'arrivais pas à me calmer. Et ils ont dit que tout était de ma faute. Et en effet, d'après eux, j'aurais diffamé mon propre frère. Ils ont dit que j'avais tout organisé pour me venger de lui. En entendant ça, j'ai décidé que ce n'était pas une mauvaise idée de me venger. Être gentille ne m'a jamais aidée. Donc peut-être qu'il était temps pour moi de devenir méchante. Mais bon, ma revanche n'aura pas beaucoup de succès. Je le savais déjà, mais je n'avais pas d'autre choix. J'ai juste volé l'uniforme de sport d'Adam dans les vestiaires du lycée, juste avant le match, et j'ai fait des taches dessus. Puis j'ai tout remis, et j'ai attendu. Évidemment, ça n'a rien fait. Adam a juste pris une tenue de rechange et est parti jouer. Par contre, il est rentré avec sa tenue ruinée à la maison. J'ai été punie. Mes parents m'ont privé de mon argent de poche et m'ont enfermé dans ma chambre pendant 1 semaine. Super. Et tu sais, ça ne me ferait rien. Si mes parents traitaient Adam de la même manière, il avait fait la même chose plein de fois, même en face de mes parents. Ils n'ont jamais rien fait, pas une seule fois. J'étais désespérée. Je me suis dit que, comme ma famille ne voulait pas de moi, j'allais partir, définitivement. Donc je suis partie. La nuit, j'ai préparé un sac à dos et j'ai sauté par la fenêtre. Puis je suis partie me promener dans les rues de la ville. Je n'avais pas d'argent, je n'avais pas de nourriture. Mais je voulais juste être loin de ses parents qui ne m'aimaient pas. Mes errances se sont vite terminées. Dès le lendemain soir, la police m'a attrapée dans le parc. J'essayais juste de trouver un banc assez confortable pour dormir. Ils m'ont ramenée à la maison et ce qui s'est passé ensuite m'a vraiment surpris. Parce que mes parents n'avaient même pas remarqué que j'étais partie de la maison. Pour le reste de la semaine de punition, je suis restée dans ma chambre de plein gré. Je n'avais vraiment pas envie de voir qui que ce soit. Ça me faisait tellement mal que je n'avais même pas envie de sortir du lit. Et pendant tout ce temps, il n'y avait qu'Adam qui venait me voir pour me dire 2 ou 3 choses désagréables. Depuis, je n'ai plus essayé de communiquer avec ma famille. Au contraire, j'ai essayé de tout faire pour les croiser le moins possible. Surtout Adam. Oui, je rêvais encore qu'au moins quelqu'un m'aimerait un jour. Mais dans ces rêves, mes parents et surtout mon frère n'étaient plus là. Et puis, il y a eu un moment qui a changé toute ma vie. Il y a eu un incendie au lycée. Une alarme s'est déclenchée et les enseignants ont commencé à nous faire sortir du bâtiment selon les règles d'évacuation. Personne n'a paniqué. On se disait tous que c'était encore un entraînement. C'est à ce moment-là que j'ai vu mon frère et ses potes partir vers un cellier sous un escalier. Pourquoi? Qui sait? Peut-être qu'ils cachaient quelque chose là-bas, ou qu'ils ont simplement décidé de passer le temps de l'alarme dans un endroit plus intéressant. Mais on a vite compris que c'était un vrai feu. Quand on est sorti dans la cour, on l'a vu par nous-mêmes. L'aile droite du bâtiment était vraiment partie en fumée, et les pompiers étaient déjà là, mais le feu était incontrôlable apparemment. Et en quelques minutes, il avait atteint le bâtiment central. Et Adam était à l'intérieur. Et personne n'était au courant, comme ils avaient tous la tête ailleurs. Il fallait à tout prix que j'avertisse les profs, les pompiers ou peu importe, quelqu'un qui pouvait l'aider. Mais en même temps, mon petit diable personnel me disait « Tais-toi, pas besoin, quelqu'un d'autre les aidera ». J'ai fait ce qu'il fallait. Je suis allée voir un prof qui était à côté, en disant qu'il y avait encore des gens à l'intérieur avant de rentrer dans le bâtiment. J'avais de la chance qu'Adam était au premier étage, parce que même de là, je pouvais sentir le feu ronronner à l'étage d'au-dessus. On est sortis. On n'était même pas blessés, à part le fait que j'étais à bout de souffle. Et je ne m'y attendais pas, mais je suis devenue l'héroïne du lycée. C'était vraiment agréable. J'ai pensé naïvement, peut-être qu'Adam et mes parents m'aimeront maintenant. Mais Adam n'est jamais venu me voir, ni au lycée ni à la maison, pas même quand ils ont parlé de l'incendie à la télévision et qu'ils ont montré un reportage de moi, me précipitant héroïquement dans un bâtiment en feu pour aller chercher mon frère. Il s'est juste enfermé dans sa chambre et n'en est pas sorti. Mais nos parents s'asseyaient souvent avec lui et parlaient de quelque chose.
Je n'ai jamais réussi à entendre de quoi. J'étais juste trop heureuse du peu d'attention qu'on me donnait. Mes parents m'ont souri pour la première fois. Ils ont commencé à me parler. Papa m'a même demandé comment se portaient mes dessins. Et maman m'a caressé la tête. C'était un bonheur. Et quelques jours plus tard, mes parents sont eux-mêmes venus dans ma chambre et m'ont demandé si je voulais être transférée dans une autre école. Une école spéciale, artistique, hyper bonne. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me méfier. C'était trop beau pour être vrai. Mais mes parents ont continué à me sourire et à se comporter comme une vraie famille aimante. Donc j'ai dit oui. Et Adam, eh bien, peut-être que mon acte égoïste l'a brisé et qu'il n'arrivait toujours pas à reprendre ses esprits. Mais le jour du départ, je suis tombée de très très haut, évidemment. Ils étaient venus me voir partir. L'école était dans un état voisin, donc je partais en bus. Papa portait ma valise, maman souriait et me tenait fermement la main. Et Adam, quand ils ont annoncé l'embarquement, il ne me tenait plus. Pendant que mes parents rangeaient les valises dans le coffre à bagages, il m'a attrapé la main et a commencé à me siffler au visage comme quoi il s'était enfin débarrassé de moi. C'était un internat et je ne pouvais plus partir de là-bas. J'étais surprise et quand mes parents ont vu ma tête, ils ont tout expliqué. Apparemment, Adam leur a raconté une histoire complètement différente. D'après sa version, c'est moi qui l'ai enfermé dans le cellier. Et c'est à cause de moi que ses potes et lui pouvaient pas sortir. C'est pourquoi je l'ai sauvé moi-même, quand j'ai eu peur de me faire prendre. Ça va de soi que mes parents ont cru Adam. C'est pourquoi ils avaient décidé de se débarrasser du criminel. Moi, je n'ai même pas pleuré. Je suis montée silencieusement dans le bus. Je me suis tournée vers la fenêtre et je suis restée assise dans la même position pendant les 6 heures de route. À l'intérieur, je me sentais vide. Ils venaient de se débarrasser de moi. Je me préparais à l'avance au fait que je finirais dans une prison fermée pour jeunes criminels, mais la femme qui m'a rencontrée à la gare routière était très gentille. Les enfants de l'école étaient gentils avec moi. Et le professeur d'art a tout de suite dit que j'avais un vrai talent. Au début, je pensais que c'était encore un piège. Et puis j'ai été surprise d'apprendre que cette nouvelle école, c'était vraiment le meilleur endroit de ma vie. Évidemment, il y avait des règles et tout à suivre. Mais au moins, les gens ne m'ignoraient pas. Au contraire, ils ont essayé de m'impliquer dans les événements scolaires et me félicitaient même pour de petites choses. Je me suis fait des amis et je pouvais dessiner en toute tranquillité, sans qu'Adam vienne tout gâcher. Puis c'est là, une fois que je m'étais déjà habituée au calme, que mes parents sont arrivés d'un coup. C'était même pas un jour de visite, mais ils ont quand même eu le droit de rentrer. Et ils m'ont même persuadée de sortir pour leur parler, même si je n'en avais vraiment pas envie. J'avais peur qu'ils me ramènent à la maison. Je m'attendais à ce qu'ils me descendent encore, qu'ils m'engueulent, tout ça. Mais au lieu de ça, ils m'ont demandé pardon. C'était sincère, et ma mère s'est même mise à pleurer. Apparemment, dès que je suis partie, c'est devenu un enfer à la maison. Adam, quand je suis partie, a découvert que maintenant que sa cible préférée pour le harcèlement n'était plus là, est passé aux parents. Et les autres personnes au lycée. Pendant 6 mois, il a rendu la vie invivable pour tellement de personnes. C'est là que mes parents ont compris à quel point ils s'étaient trompés sur lui et sur moi. Ils voulaient juste que je leur donne une seconde chance. Et moi, comment pourrais-je ne pas leur pardonner ? Ce sont mes parents, je les aime, quoi qu'il arrive. On s'est donc réconciliés. J'ai refusé de rentrer chez moi, mais maintenant on s'appelle tous les jours. Mes parents aimaient bien mes dessins, et ils sont même venus à ma première exhibition. Je ne sais pas comment je vais avancer dans la vie, et si un jour je retrouverai mon frère. Mais jusque-là, ma vie est belle. Je suis dans un cercle de gens qui m'aiment et m'apprécient. Et tout se passe bien avec mes parents. Mais à propos d'Adam, tu penses qu'il pourra changer un jour et que je pourrai lui pardonner ? Dis-moi tout dans les commentaires. Pourquoi ça m'arrive à moi ? Je voulais juste être aimée, moi. Peu importe par qui, je mérite pas d'être aimée. Bonjour à tous, je m'appelle Nikki, j'ai 14 ans. Et visiblement, mes rêves d'avoir une vraie famille ne se réaliseront jamais. Mes parents n'étaient pas de bonnes personnes. Ils ne devraient même pas avoir le droit de s'occuper d'un chat. Alors laisse tomber un enfant, quoi. Mais on ne choisit pas où on est, n'est-ce pas ? Les seules choses dont je me souviens de mon enfance, c'est que j'avais toujours faim et froid, et que je devais toujours me cacher sous le lit quand j'entendais des pas s'approcher de ma chambre. Les services sociaux m'ont sauvée. Ils m'ont promis que j'aurais de la nourriture, beaucoup de beaux jouets et, plus important encore, que plus personne me ferait du mal. Je les ai donc suivis avec plaisir, et sans réfléchir 2 fois. Mes parents ne me manqueraient pas du tout, et je pensais que l'orphelinat ne pourrait qu'être mieux que la maison. La réalité s'est avérée être un peu moins idyllique. Bon, on avait déjà de la nourriture, je partageais une chambre avec une autre fille de mon âge, et on avait même des jouets. Au début, j'étais vraiment heureuse, et j'ai même commencé à dormir normalement, sans faire de cauchemars ni craindre constamment les bruits de derrière la porte. Mais là, j'ai découvert que les choses dans mon nouveau monde n'étaient pas aussi géniales et amusantes que je l'avais pensé. Et j'ai compris aussi qu'il ne fallait pas forcément être méchant pour faire mal aux autres. L'indifférence fait tout aussi mal. Les profs ne me remarquaient pas. On ne voulait pas du tout remarquer ce qui se passait dans l'orphelinat. Ceux qui étaient plus âgés en profitaient. Ils prenaient la nourriture des plus jeunes, puis ils les forçaient à faire des tâches ménagères à leur place. Et s'ils refusaient, ils étaient harcelés. Genre vraiment, au point ils pouvaient même se faire tabasser. Je l'ai appris à la dure. Je ne le savais pas du tout au début, que je devais être d'accord avec tout et faire ce qu'ils disaient. Après avoir été enfermée dans les toilettes une journée entière parce que je leur avais désobéi, je suis allée voir les profs et je me suis plaint. Sauf qu'ils avaient visiblement autre chose à faire. Et la cerise sur le gâteau,
Ceux qui m'avaient enfermée se sont mis en colère et bien pour faire court, c'était terrible. Cette fois-là, j'ai pensé que la vie à la maison n'avait pas été si mauvaise finalement. Je ne sais pas ce qui me serait arrivé ensuite s'il n'y avait pas une jeune prof, Amanda. C'était la seule à avoir eu pitié de moi à l'époque. Elle m'a emmenée au centre médical et s'est assise à côté de moi toute la nuit, en me racontant des contes de fées. Personne n'avait jamais fait ça pour moi avant. C'est comme ça que je me suis fait ma première vraie amie. On a commencé à passer beaucoup de temps ensemble, enfin autant qu'on pouvait. Elle me protégeait des autres, me donnait des cours et s'occupait de moi, comme une vraie mère. La nuit, on montait souvent sur le toit de l'orphelinat, on regardait les étoiles et on se racontait des histoires. Amanda disait souvent que je devais pas abandonner. Elle était sûre que je serais adoptée par de bonnes personnes, des personnes qui m'aimeraient, prendraient soin de moi et tout ce que de bons parents étaient censés faire. Je devais simplement y croire. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai cru tout ce qu'elle m'a dit. Puis, un jeune couple qui voulait adopter un enfant est venu à l'orphelinat. Ils avaient l'air tellement parfaits, gentils, heureux, bien habillés. Donc j'ai décidé que c'était mon moment. On a tout de suite accroché. Je leur ai lu des poèmes, je leur ai montré mes dessins et je me suis comportée comme une gentille fille très honnête. Et ils m'ont choisie. J'étais tellement heureuse. Une semaine plus tard, après avoir dit au revoir à Amanda et avoir fait mes bagages, je roulais vers une nouvelle vie heureuse dans une belle voiture chère. C'était comme un conte de fées. Molly et Jack, ma nouvelle maman et mon nouveau papa, me disaient à quel point on allait être une parfaite petite famille, tout en rigolant tout le long. Et puis j'ai vu leur maison, un vrai château. J'avais une chambre magnifique, plein de jouets et de vêtements. C'était comme si j'étais Cendrillon, et ma fée marraine m'avait enfin trouvée. J'étais la fille la plus heureuse du monde. Je passais beaucoup de temps avec mes nouveaux parents. Ils m'aidaient à faire mes devoirs, ils m'emmenaient dans des centres commerciaux et m'achetaient tout ce que je voulais. Ils me parlaient de plein d'endroits et de choses incroyables. Et le week-end, on allait toujours dans de nouveaux endroits sympas. Je prenais une épingle et je la lançais au hasard sur une grande carte des États-Unis et on y allait. J'ai même vu le Grand Canyon. C'était vraiment le truc le plus incroyable que j'ai pu voir de ma petite vie. Et on est allé dans des parcs aquatiques, des musées, des théâtres et même l'océan. Je n'avais même jamais rêvé de vivre comme ça. On avait aussi nos petites traditions. Par exemple, avant d'aller au lit, maman venait toujours me dire bonne nuit et me lire un conte de fées. Le matin, papa me conduisait à l'école pour que je n'aie pas à prendre le bus. On passait nos soirées ensemble dans le salon et on se racontait comment s'était passée notre journée. C'était vraiment super, vraiment. J'aimais ces gens de tout mon cœur et j'ai essayé de tout faire pour que ma nouvelle maman et mon nouveau papa ne soient pas déçus de moi. J'aidais à la maison, je me levais avant tout le monde pour préparer le petit déjeuner préféré de maman, j'étudiais bien et je prenais bien soin de mes affaires. Mais au bout d'un moment, j'ai eu l'impression qu'ils avaient cessé de m'aimer. Tu sais, les enfants savent quand ça arrive, même si on ne peut pas trop expliquer comment. C'est juste qu'à un moment donné, maman arrêtait de venir me dire bonne nuit. Puis papa était souvent pressé d'aller travailler, donc il a commencé à me donner de l'argent pour le bus. Puis il ne me donnait plus de goûter dans la gamelle que j'emportais à l'école. Enfin, le soir, mes parents me disaient de rester à la maison, puis ils allaient tout seuls au restaurant. J'espérais que c'était juste parce qu'ils travaillaient beaucoup et voulaient passer du temps entre eux des fois. Mais plus le temps passait, moins c'était agréable. À un moment donné, j'ai compris que le conte de fées était terminé. Maintenant, les choses que je faisais pour eux simplement parce que je voulais les rendre heureux sont devenues mes corvées. Je devais nettoyer toute la maison, préparer le petit déjeuner et même laver les voitures de mes parents. Et si je faisais pas tout à temps, ils m'engueulaient et ils me privaient de nourriture. Évidemment, ils me réprimandaient aussi que je ramenais de mauvaises notes à la maison. Ma vie est passée du paradis à l'enfer et je comprenais pas du tout pourquoi. Qu'est-ce que j'ai pu faire de mal? J'avais tellement essayé d'être une bonne fille. Et un jour, je les ai entendus parler dans le bureau de papa. C'était un accident, parce que j'étais en train de dépoussiérer la pièce voisine. Ma mère a dit qu'elle en avait marre d'être gentille et de sourire à un étranger, qu'elle en avait marre de s'occuper de moi. Elle voulait que ce ne soit à nouveau que d'eux. Elle a même dit « Les enfants ne sont pas si amusants que ça au final ». J'ai compris. Pendant tout ce temps, mes parents jouaient juste à la famille avec moi, parce qu'être parent, c'était respectable, et parce qu'ils m'aimaient. Et maintenant, ils en avaient assez de jouer. Je n'avais plus rien à perdre, vu que je vivais déjà comme une servante dans leur maison, comme Cendrillon. J'ai donc décidé de m'enfuir. J'ai mis des affaires dans un sac, j'ai pris de l'argent que j'avais mis de côté, et je suis sortie par la fenêtre dans la rue la nuit. Pourquoi pas? Ce n'est pas comme si quelqu'un allait me chercher. Mais être seule dans une grande ville que je connaissais à peine, c'était pas facile. Je me promenais dans les rues en pleurant, et je savais pas quoi faire. Je voulais retourner à l'orphelinat, mais personne ne m'aiderait là-bas. Et quand je demandais un peu d'aide aux passants, ils me faisaient signe de partir. Ou alors, ils menaçaient d'appeler la police. Je savais plus quoi faire. Donc je me suis cachée dans un parc et j'ai décidé d'attendre. Peut-être qu'un miracle se produirait. Mais j'aurais dû me douter déjà que les miracles n'étaient pas pour moi. Si j'étais un personnage dans un conte de fées, ce serait un conte de fées très effrayant avec une mauvaise fin. Ils m'ont trouvée. Mes parents adoptifs sont sortis de nulle part. Et pendant que je criais de peur, ils ont commencé à me pousser dans la voiture en jurant. J'avais vraiment très peur. Ils avaient l'air tellement en colère. Et je ne voulais pas du tout aller avec eux. Mais il fallait bien. Ce n'était pas comme s'ils demandaient mon avis, quoi. Une fois qu'on était rentrés, on a eu l'engueulade du siècle. Ils ont complètement arrêté de faire semblant d'être gentils. Et ils ont crié que j'aurais pu ruiner leur réputation. Que je devais être reconnaissant au lieu d'apporter des ennuis. Et beaucoup d'autres choses blessantes.
J'ai dit qu'ils me faisaient du mal avec leurs paroles et qu'ils devraient me renvoyer à l'orphelinat puisqu'ils n'avaient pas besoin de moi. C'est là que mon père adoptif a souri et m'a dit que vu que j'étais impolie, je serais punie. Il m'a traînée par la main dans la cave et m'y a enfermée. J'ai été laissée dans l'obscurité totale, dans l'endroit le plus terrifiant possible. Il savait exactement comment me punir, parce que j'avais souvent dit à quel point j'avais peur du noir. J'ai eu l'impression qu'une éternité s'était écoulée avant que les portes ne s'ouvrent à nouveau. J'étais toujours allongée sur la dernière marche, à côté de la porte, en tremblant d'horreur. J'avais l'impression que des ombres et des monstres maléfiques marchaient en dessous, et que si je fermais les yeux, ils me mangeraient vivant. Au début, je n'ai même pas compris qui m'avait sauvée. Quand j'ai enfin capté, c'était Amanda. Elle m'avait vue en ville et elle avait voulu venir me voir, mais j'étais partie trop rapidement. Et puis elle est venue à la maison de ma famille d'accueil et m'avait sortie du sous-sol. Apparemment, j'étais restée là presque 2 jours, sans nourriture ni eau, et complètement terrifiée. J'ai tout appris à l'hôpital, où Amanda et la police m'avaient amenée. La famille a tout de suite perdu le droit de garde. Une fois que j'étais sortie de l'hôpital, Amanda m'a emmenée chez elle. Bien sûr, c'était un petit appartement ordinaire et pas un château, mais au moins je me sentais chez moi pour la première fois. Amanda m'a aidée, a pris soin de moi et m'a promis qu'elle me donnerait plus jamais à des personnes méchantes. Et je la croyais. C'était la seule personne dans ma vie qui ne m'avait jamais blessée ou menti. Mais malheureusement, ça n'a pas duré. Le tribunal a décidé que je devais retourner à l'orphelinat. Même si Amanda et moi avions tout fait pour que je sois autorisée à rester avec elle, je me faisais donc harceler encore. Mais maintenant, je me prenais des remarques comme quoi personne ne voulait de moi en plus. La seule chose qui m'a permis de continuer, c'était la ténacité d'Amanda. Elle s'est proposée pour m'adopter. Et j'ai prié comme jamais. J'ai prié avant pour que les choses s'arrangent. Mais une fois de plus, ça n'a pas marché. Ils ont dit à Amanda qu'elle n'avait pas assez d'argent ou un logement adapté pour adopter un enfant. J'ai dit que l'argent ne pouvait pas acheter le bonheur. Mais ça n'a pas aidé. Je vis toujours donc à l'orphelinat. Ce n'est peut-être pas le meilleur endroit au monde, mais au moins j'ai Amanda. Je m'accroche tous les jours, juste pour que le soir on puisse se retrouver sur notre toit, à regarder les étoiles et à se raconter des histoires merveilleuses. Je sais qu'Amanda m'aime comme sa fille, et qu'elle essaie toujours de se battre pour moi. Je crois toujours en elle, parce que si je ne le fais pas, je n'aurai personne en qui croire du tout. Je me suis blottie contre mon copain et j'ai frissonné. Il avait une arme braquée sur nous. Un faux mouvement et la foule se jetterait sur moi. Je ne voulais pas de tout ça. Donc je me suis redressée et je me suis concentrée sur la musique. Le jeu continue. Bonjour tout le monde, je m'appelle Emma et j'ai 16 ans. Tu as vu le drama The Squid Game? Je parie que oui. Grâce à ce jeu, je suis devenue la fille la plus populaire de l'école. Mais pour réussir ça, j'ai dû participer à ce jeu fou et passer les mêmes tests que les personnages de la série. Notre jeu avait tout pour plaire. Des soldats, tirs, billes, trahison, massacre. Je rigole bien sûr, pas de massacre. Par contre, à toi de voir pour le reste. À l'école, je n'étais pas du tout du genre à me faire remarquer. Et ce jour-là, comme d'habitude, je me suis confortablement installée au dernier bureau de la rangée. J'ai empilé mes manuels et je me suis préparée pour faire une sieste. C'est là que le directeur est entré dans notre classe. Je n'avais plus sommeil, surtout quand j'ai appris ce qu'il avait à dire. Bonjour à tous, il est temps de choisir le président de l'école. Cette année, nous avons décidé de décliner le format habituel des élections avec des campagnes bruyantes, des slogans et des débats publics. C'est à vous-même de décider qui mériterait d'être le leader d'école, et ça de la manière que vous souhaitez. J'attends de voir le nouveau président de l'école dans mon bureau dans 1 semaine. J'ai eu l'impression que tout le monde autour de moi était devenu fou. Ils ont commencé à suggérer tout et n'importe quoi. Rap battle, scrutin secret, cours d'obstacles, tirer une paille. Mais aucune proposition ne satisfaisait tout le monde. C'est là que j'ai entendu la voix de ma rivale, c'est-à-dire Stella. Elle a dit « Et si on organisait notre propre Squid Game, avec les mêmes épreuves que dans la série ?» Il y a eu un silence horrible dans la classe. J'ai vu des visages effrayés. Les gens étaient clairement choqués. Le silence a été interrompu par mon copain, Joseph. Tu es sérieuse? Qu'est-ce que tu proposes concrètement? C'est très simple. Ceux qui ne veulent pas participer deviennent gérants et veilleront au respect des règles. Et ceux qui ratent les jeux deviendront servants pour répondre aux demandes de ceux qui sont encore dans le jeu, aussi honteuses et folles qu'elles pourront être. Tu n'y crois peut-être pas, mais l'idée de Stella a fonctionné. Les autres élèves ont levé leurs mains pour dire qu'ils étaient d'accord. J'ai regardé Joseph un peu perdu. Pour être honnête, j'étais vraiment lâche. Donc je n'aurais jamais accepté de faire ça pour rien au monde. Mais mon copain a voté oui, donc j'ai levé la main aussi, incertaine. Il n'y avait pas de retour en arrière, le jeu avait commencé. Après les cours, on s'est tous regroupés pour discuter des règles. Stella était tellement inspirée par son idée qu'elle n'a pas arrêté de parler. Je propose d'organiser le premier jeu demain après les cours. Alors combien d'entre nous seront là? 15 participants et 20 pour le staff. Pour avoir un truc original, il faut imaginer une tenue, comme dans la série. Alors on fait comme ça. Les joueurs porteront des survêtements verts et les soldats porteront des vêtements et des masques roses. Vous pouvez les acheter ou les fabriquer vous-même. Maintenant, on doit distribuer des numéros. J'ai mis ma main dans une casquette. J'ai sorti un morceau de papier et j'ai retenu mon souffle. S'il vous plaît, au moins 7 chanceux. Mais une mauvaise nouvelle m'attendait. Mon numéro était le 13, symbole d'une malchance sans espoir. Pas étonnant que je sois rentrée de mauvaise humeur.
Mais le lendemain, les choses ont encore empiré. À la fin du dernier cours, on s'est réunis sur une cour de récréation derrière l'école. Évidemment, je savais ce qui nous attendait maintenant. Le premier round et surtout le plus fou. 1, 2, 3, soleil. Heureusement, il n'y avait pas la poupée effrayante comme dans la série. Et j'ai lâché un soupir de soulagement. Mais c'est là qu'une foule masquée et costumée en rose est apparue de derrière les arbres. Ils avaient tous un paintball dans les mains. Je me suis accrochée au bras de Joseph. J'ai eu peur comme je n'ai jamais eu peur. Les gars en rose nous ont entourés, puis ils nous ont dit de commencer. Une mélodie agréable est sortie d'une enceinte, et avec Joseph, on s'est jeté en avant. Quand la musique s'est arrêtée, on a entendu des tirs. J'ai serré les dents et fermé les yeux. Et quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu des camarades de classe allongés autour de moi. Ils avaient de la peinture partout sur le corps, et ils n'avaient donc plus le droit de participer à la compétition pour devenir président de l'école. Je ne voulais pas finir comme eux. Mais quand on avait presque atteint la ligne d'arrivée avec Joseph, la musique s'est soudainement arrêtée. Je n'ai pas eu le temps de ralentir à temps et j'ai bougé les bras pour garder mon équilibre. Oh non, c'est la fin! Je m'apprêtais à me faire tirer dessus quand l'enceinte a commencé à jouer. Joseph et moi avons fait quelques pas et on s'est retrouvés derrière la ligne d'arrivée. Waouh! Le numéro 13 m'a sauvée! Personne n'a remarqué mon faux pas. Les perdants ont été expulsés. Et il ne restait déjà plus que 10 personnes dans la compétition. Je suis rentrée toute heureuse chez moi. Après tout, en tant que fan dévouée de la série, je savais exactement à quoi m'attendre au prochain tour. Le jeu du dalgona. J'ai fait du dalgona avec du sucre et du bicarbonate de soude. Et quand ils étaient durs, je me suis armée d'une aiguille et j'ai commencé à m'entraîner. Comme le personnage principal de Squid Game, j'ai commencé à lécher le bonbon. Et j'ai réussi le défi en très peu de temps. J'étais donc 100% prête pour le prochain jeu. Après les cours, on s'est tous retrouvés au même endroit. Quand, au lieu de bonbons, j'ai vu des feuilles de papier disposées pour le jeu de la marelle. Oh non! Ils ont décidé de tricher et ont changé l'ordre des jeux. Et maintenant, on devait faire face au pont de verre, qui a coûté la vie de dizaines de joueurs dans la série. J'ai de nouveau mis la main dans ma casquette et j'ai sorti un morceau de papier. Dans ma tête, je priais pour avoir un peu de chance. Les mains tremblantes, j'ai déplié le papier et... Yes! J'étais le numéro 9! Bien sûr, tout n'était pas comme dans la série. Quand quelqu'un se trompait de case, il devait retourner et faire ce qu'il y avait d'écrit dessus. Ils étaient hors jeu, mais ils devaient à tout prix accomplir tout ce qui était écrit. Devant moi, un à un, les participants ont quitté le jeu. J'ai mémorisé les cassures et j'ai suivi leurs pas. Ce n'est qu'une fois que j'avais réussi que j'ai compris de quoi ma chance m'avait sauvée. Les perdants devaient manger des cafards, grimper dans les arbres et envoyer leurs photos les plus honteuses dans les discussions publiques. Je mourrais de honte ou de peur si ça m'arrivait. Mais mon 13e numéro ne m'a pas laissé tomber cette fois non plus. Et je me suis retrouvée dans le top 4. Joseph, Stella, Dan et moi, nous sommes passés au tour suivant. Mais je ne savais pas ce que j'aurais à faire là-bas. Le lendemain matin, je suis rentrée dans la salle de cours. Quand j'ai vu des visages énervés, ceux qui ont perdu étaient clairement en colère contre moi et contre tous ceux qui avaient réussi les jeux pour l'instant. Je me suis approchée de Joseph et j'avais peur de lever les yeux. J'avais l'impression que tout le monde autour de moi me haïssait. Mais dès la fin des cours, on était tous de retour derrière l'école. Un nouveau challenge nous attendait pour la finale. Et c'était le jeu des billes. Je me suis souvenu qu'il ne resterait qu'un des deux d'après la série, donc je n'ai pas choisi Joseph comme couple. Stella s'est approchée de moi et on a décidé de jouer au morpion. On a décidé des cases sur le sol et retenu notre souffle. On lance des billes pour remplir les cases. Celui qui arrive à faire une ligne avec 3 billes gagne. J'ai pris tout le pouvoir. Mais j'ai vite vu les billes de Stella s'aligner dans une rangée effrayante. Elle n'avait plus besoin que d'un lancer et elle gagnerait. J'ai serré la bille, j'ai visé et j'ai réussi à casser sa ligne. Et au bout de quelques minutes, mes billes formaient une ligne de 3. J'ai gagné! J'avais déjà rassemblé les billes dans un sac quand Stella m'a dit « Ami, je t'ai vu bouger à la première compétition. Donc si tu ne me laisses pas la victoire maintenant, je dirai tout. Ils regarderont la vidéo et tu devras faire tous les gages de tous les perdants des matchs d'avant. » Ma bouche s'est ouverte de surprise, mais je me suis ressaisie et j'ai commencé à courir avec le sac. Je courais en espérant un miracle quand j'ai entendu Stella crier derrière moi. « Ah, ma jambe !» Stella a essayé de courir après moi, mais elle est tombée et s'est fait mal à sa jambe visiblement. Oui, je voulais gagner, mais pas à ce prix-là. Après qu'elle ait été emmenée par une ambulance, les choses sont devenues bizarres et effrayantes. Le gars qui a perdu contre Joseph n'a pas voulu donner son téléphone et il a commencé à se battre. J'avais tellement peur que j'ai couru chez moi, mais ça ne s'est pas amélioré à la maison. J'étais tourmentée par ce que Stella m'avait dit. Par conséquent, moins d'1 heure plus tard, j'ai décidé d'aller la voir à l'hôpital. Stella, prends mon iPhone. Disons que j'ai perdu, s'il te plaît n'en parle à personne. Range-le, je n'ai besoin de rien de ta part. Je dirai rien, t'inquiète pas. Ah, maintenant plus rien ne menaçait ma victoire. Joseph et moi sommes arrivés à l'épreuve finale et il a promis de perdre contre moi. J'étais sûre que je deviendrais bientôt la présidente de l'école, donc le lendemain je suis arrivée toute heureuse à l'école. Mais mon humeur s'est très vite gâchée. C'était devenu insupportable d'être dans ma classe. Les autres élèves racontaient des ragots sur tout le monde. Ils s'insultaient et ils s'étaient divisés en petits groupes. Heureusement qu'il y avait Joseph, sinon je serais devenue folle ici.
Les cours sont passés hyper vite, et Joseph et moi nous nous sommes rencontrés sur un calamar dessiné à la craie. J'avais le rôle d'un défenseur, et il avait le rôle d'un attaquant. On était entourés par une foule de gens, mais je n'avais pas peur. Je savais que ce jeu n'était qu'une formalité. Puis, le début a sonné. J'ai commencé à faire semblant d'essayer de faire quelque chose, quand Joseph s'est levé et m'a brusquement poussée. Je suis tombée, me déchirant le genou. Joseph avait clairement exagéré. Je n'aurais pas dû jouer si naïvement. Il s'est penché sur moi, et j'ai tendu la main pour me lever. Mais au lieu de m'aider, il m'a chuchoté à l'oreille. « Désolée chérie, c'est chacun pour soi. » À ce moment-là, la foule semblait devenir folle. « Joseph! Joseph! Allez Joseph! Débarrasse-toi d'elle !» J'étais prête à pleurer, mais je ne voulais pas faire plaisir à mon ex-copain, tiens. Ce jeu est allé trop loin. Je me suis levée, j'ai enlevé mon numéro et je l'ai déchiré en lambeaux. Hé, regardez ce qu'on est devenu. On en est prêt à tout risquer, à se déshonorer, à s'offrir, à trahir les autres. Et tout ça à cause d'un jeu stupide. Donc si je dois sacrifier ma conscience au nom de la victoire, alors je renonce à devenir présidente de l'école. Félicitez donc le champion pour sa méchanceté et sa trahison. Je suis rentrée chez moi, et assez curieusement, l'envie de fondre en larmes a disparu. Je me sentais tellement bien. Quand j'ai dit ces mots-là, j'avais l'impression d'avoir enlevé beaucoup de négativité de moi. Et je me suis enfin sentie libre. Après tout, maintenant, je n'ai plus besoin d'avoir peur. Il ne restait plus qu'à réparer ce que le jeu avait fait. Le soir même, j'ai acheté des friandises et j'ai rendu visite à Stella. Et imagine ça un peu, elle était très heureuse de me voir parce que j'étais la seule à m'inquiéter pour sa santé. On a discuté pendant des heures et je suis repartie comme une amie. Quel dommage qu'elle soit dans un lit d'hôpital. Le soutien de Stella m'aurait été très utile. Mais pour l'instant, je devais me débrouiller seule. Le lendemain matin à l'école, j'ai fait genre de ne faire attention à rien quand j'ai été entourée par des étudiants. Je m'apprêtais à me défendre quand il y en a un qui m'a dit « Emma, on s'est parlé et on a décidé qu'on ne voulait pas d'un président sournois comme Joseph. On te choisit toi. Accepte s'il te plaît. » Je n'arrivais pas à y croire. Mon discours d'hier avait vraiment réveillé la conscience des autres. Eh bien, tout ça se finit très imprévisiblement. J'ai longuement réfléchi à l'offre et j'ai accepté. C'est comme ça que je suis devenue présidente de l'école. Et par mon premier décret, j'ai interdit les jeux violents pour qu'ils ne restent qu'à l'écran. Tu te demandes peut-être, qu'est-il arrivé à Joseph? Eh bien, ses parents l'ont emmené dans un autre état et espérons qu'on ne le revoie plus jamais. T'aimes bien quoi comme genre de jeu, toi? Dis-moi tout dans les commentaires en dessous. J'étais debout sur un tapis twister et je fixais mon adversaire. Il ne méritait clairement pas une fille comme Emily. Juste, pourquoi les filles plus belles kiffent toujours les bad boys? Je ne pouvais plus la laisser souffrir, donc j'ai fait la chose certainement la plus audacieuse de ma vie. Salut, je m'appelle Arthur et j'ai 16 ans. Bon, les gars, je suppose que vous connaissez tous ce sentiment. Ce sentiment où t'es en plein crush sur une fille pendant longtemps. Tu cèdes à tous ses caprices, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Tu abandonnes tes hobbies pour elle et elle ne te voit que comme un pote. Eh bien, il m'est arrivé exactement la même chose. Mais je suis devenu l'exception qui confirme la règle. Et oui, j'ai réussi à sortir de la friend zone. Si tu veux savoir comment j'ai fait, alors abonne-toi à la chaîne et écoute mon histoire. La première fois que j'ai vu Emily, j'ai eu le coup de foudre pour elle. Elle avait été transférée dans notre classe en cours d'année. À l'époque, il y a 2 ans, j'avais fait la pire erreur. J'avais décidé de me lier d'amitié avec elle et d'attendre trop longtemps pour lui avouer mes sentiments. J'étais capable de lui apporter des chaussons confortables à l'autre bout de la ville si elle avait des ampoules après avoir passé la journée dans des chaussures à la mode. Je me faufilais hors de la maison pour la voir chez elle après les soirées tard dans la nuit, même si mes parents me l'interdisaient. Puis, quand Emily a eu des problèmes à l'école, je lui donnais mes réponses au contrôle pour qu'elle ait de bonnes notes. Mais je n'ai jamais parlé de mes sentiments. C'est pourquoi Emily ne voyait tout ça que comme des gestes amicaux. Et moi, pendant ce temps, je devenais fou et je me détestais d'être indécis, de ne pas trouver le courage qu'il me fallait. 2 ans s'étaient écoulés depuis et Emily et moi n'étions toujours que des amis. Mais un jour, le destin m'a donné une chance de tout changer. Emily m'a demandé de la retrouver dans un café le soir. J'étais très surpris parce qu'elle ne m'avait jamais invité nulle part avant. Je me suis donc dit que ça ne servait à rien de me retenir plus longtemps. J'avais enfin l'occasion parfaite de lui faire part de mes sentiments. J'ai mis mon plus beau costume, j'ai acheté un gros paquet de roses écarlates et je suis allé au café. D'une main tremblante, j'ai ouvert la porte et j'ai vu Emily. Elle était particulièrement belle ce soir-là. Elle portait une robe blanche comme neige et elle avait une fleur délicate dans ses cheveux. Je me suis approché timidement de sa table en cachant le bouquet dans mon dos quand un gars est sorti de nulle part. S'est approché d'Emily et l'a serré dans ses bras. Je ne m'attendais absolument pas à ça. Je me suis figé au milieu du café et j'étais sur le point de m'enfuir. Quand Emily m'a vu, à ce moment-là, je ne pouvais plus me cacher et j'ai dû aller à leur table. J'aurais aimé ne pas être venu du tout. Quand Emily m'a joyeusement présenté son nouveau mec, Grégory, j'ai voulu disparaître dans le sol.
Elle n'arrêtait pas de le complimenter et de lui sourire. J'étais furieux. Je ne comprenais vraiment pas en quoi Grégory était meilleur que moi. Mais j'étais même pas au bout de mes peines. À un moment, Émilie a remarqué les fleurs que je cachais derrière mon dos. Elle m'a demandé « Oh, elles sont pour qui ces fleurs ?» Des centaines de réponses possibles m'ont traversé l'esprit. Mais pour une raison quelconque, j'ai dit « Pour ma copine. » Ma copine ? Mais je suis tellement con ! Émilie est devenue toute rouge. Et j'ai ressenti comme de l'espoir au fond de moi. Et si mon mensonge la rendait jalouse et m'aidait ? Mais je me trompais encore. Quelques minutes plus tard, Émilie rigolait déjà aux blagues de son copain, comme si elle avait complètement oublié ce que j'avais dit. Et pourtant, elle s'en est souvenue à la fin. On était sur le point de partir quand elle m'a suggéré d'aller à un double date chez elle. Émilie et Grégory et ma copine et moi. Elle m'a dit qu'on ferait ça le lendemain. Et je ne pouvais pas refuser. Par contre, je ne savais pas du tout où je pouvais trouver une copine en aussi peu de temps. C'est pourquoi je suis rentré de mauvaise humeur et j'ai passé toute la soirée à réfléchir. Je n'avais aucune idée de ce que je pouvais faire. Et j'étais presque prêt à abandonner quand, tout d'un coup, quelqu'un a sonné à la porte. C'était ma voisine, Grace. Elle m'a dit que dans quelques jours, elle partait en vacances pour 2 semaines avec ses parents. Et elle m'a demandé de m'occuper de leur chiot. Eh bien, visiblement, la chance était de mon côté. Je lui ai donc proposé une contrepartie. Je trouverai un moyen pour convaincre mes parents de prendre le chiot. Et elle, à son tour, ferait semblant d'être ma copine pour un soir. Curieusement, elle a vite accepté. Et je suis parti me coucher, soulagé d'avoir trouvé une solution. Le lendemain matin, je suis allé chez Grace pour promener son chien. Il fallait qu'il s'habitue à moi avant de rester longtemps dans notre maison. Après lui avoir mis une laisse, je suis allé me promener dans le quartier avec Jake. C'est là que j'ai vu Grégory. J'étais sur le point de dire bonjour, mais j'ai été gelé sur place. Une fille s'est approchée de lui et l'a embrassé sur la joue. Puis ils ont commencé à bavarder au point que je n'en croyais pas mes yeux. Quel culot pour faire comme s'il n'avait pas de copine. Pour être honnête, à ce moment-là, j'avais un conflit intérieur. D'un côté, je voulais tout dire à Émilie tout de suite. Après tout, si je lui disais ça, je pourrais enfin avoir une chance avec elle. D'un autre côté, je ne voulais pas lui faire du mal. J'ai donc juste pris une photo du couple, au cas où. Et je suis rentré chez Grace. Peut-être que j'avais tort et qu'il y avait une explication pour ce qui s'était passé. Mais je n'arrivais pas à me débarrasser de ces pensées désagréables. Donc j'étais d'humeur un peu maussade avant notre double date. Quand je suis arrivé, j'ai regardé Grégory, méfiant. Mais il n'était clairement pas intéressé par moi. Il était tellement gentil avec Émilie que ça m'a vraiment énervé. Je ne savais pas comment faire en sorte qu'Émilie me regarde. Donc j'ai commencé à flirter ouvertement avec Grace. Ouais, j'étais un peu désespéré. En tout cas, je dois avouer que ma voisine a joué son rôle avec brio. Elle me serrait dans ses bras, elle me chuchotait à l'oreille et me donnait même à manger. On ressemblait vraiment à un couple amoureux. Personne n'aurait pu deviner à quel point c'était dur pour moi, psychologiquement parlant. Mais plus j'étais là, plus j'avais du mal à cacher ma colère. À un moment donné, Grégory m'a touché avec son coude et je lui ai crié dessus. Heureusement, Émilie a vite trouvé quelque chose pour baisser la tension. Elle nous a suggéré de jouer à Twister. Je me suis dit que je pourrais me rapprocher d'elle comme ça, donc j'ai accepté. Grégory a commencé avec la toupie et Émilie, Grace et moi étions sur le tapis. Au début, ça a vraiment marché. Le jeu m'a un peu calmé et j'ai même commencé à en profiter. Surtout quand les mouvements me mettaient face à face avec Émilie. Je ne pouvais pas m'empêcher de sourire quand elle me regardait. Puis, elle a perdu l'équilibre et est tombée. C'est comme ça qu'on est passé au tour d'après. Et c'était donc à elle d'être l'arbitre. J'étais déterminé à ne pas perdre pour pouvoir rester sur le tapis avec Émilie. Mais c'est là, alors que j'étais accroupi dans une position terriblement inconfortable, que j'ai vu quelque chose qui m'a mis en rogne. Grégory matait clairement Grace, qui devait se pencher en arrière pour atteindre des cercles rouges. J'ai eu l'impression que mon cerveau était en feu. Émilie était vraiment aveugle à ce point-là. Genre là, son mec admirait ouvertement une autre fille devant elle. Mais Émilie était tellement absorbée par la toupie qu'elle ne regardait même pas le terrain de jeu. Tu ne peux même pas imaginer à quel point c'était difficile pour moi de me retenir à ce moment-là. Je ne voulais plus regarder Grégory. Et j'ai perdu exprès pour devenir l'arbitre du prochain tour. Sauf que je ne me suis pas dit qu'au final, ça m'énerverait encore plus. En fait, après quelques tours, Grégory a commencé à tricher. Je le voyais se mettre sur le rond de la mauvaise couleur pour se rapprocher de Grace. J'ai décidé de l'ignorer. Mais il s'est passé un truc auquel je ne m'attendais pas. Émilie a aussi commencé à tricher. Elle avait du mal à tenir. Et pour se faciliter la tâche, elle a volontairement mis la main sur les cercles de la mauvaise couleur. Je n'étais pas le seul à l'avoir vu. Grégory l'a vu aussi. Il s'est donc mis debout et a poussé Émilie pour qu'elle tombe au sol. Là, il était allé trop loin. Je n'avais jamais été aussi enragé avant. J'ai crié « Mais tu crois que tu fais quoi là? C'est qu'un jeu, mec !» Je lui ai jeté la toupie à la figure et je l'ai poussé. Puis, je n'en pouvais plus. Les émotions que je retenais depuis 2 jours ont enfin éclaté. Là, debout sur le tapis de jeu, j'ai oublié ma timidité, mes peurs et tout ce qui m'avait empêché d'avouer mes sentiments pendant aussi longtemps. Je ne me suis pas retenu et j'ai tout lâché. J'ai dit que j'avais vu Grégory embrasser une autre fille, qu'il regardait Grace pendant le match. Puis j'ai avoué mon accord avec Grace. Mais la chose la plus importante, c'est que j'ai avoué mes sentiments à Émilie, devant tout le monde. Je lui ai dit que j'avais essayé de montrer à quel point je tenais à elle. Et j'ai dit la vraie raison pourquoi j'étais venu au café avec un bouquet de fleurs. Après avoir dit tout ça, je me sentais tellement soulagé. La colère avait complètement disparu. Je me suis calmé
Puis j'ai compris ce que je venais de faire. Je me suis préparé, au cas où Grégory voudrait se venger. Quand je les ai vus éclater de rire, Grégory et Emily étaient pliés de rire. Et Grace se tenait au milieu de la pièce, confuse. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Et pour la première fois, je ne savais pas quoi faire. Puis Emily m'a expliqué pourquoi ils étaient morts de rire. Ce qu'elle m'a dit m'a choqué. En fait, Emily avait des sentiments pour moi depuis longtemps, mais elle n'arrivait pas à comprendre si c'était réciproque ou pas. Après tout, j'avais toujours été gentil et poli, mais je n'avais jamais franchi les frontières de l'amitié avec elle. C'est pourquoi Emily a voulu me tester, et elle avait donc demandé à son cousin Grégory de se faire passer pour son copain, et elle espérait me rendre jaloux. Mais quand j'étais venu au café avec un bouquet de fleurs pour une autre fille, elle s'était énervée. Emily s'était sentie blessée, mais elle avait été tellement impatiente de savoir pourquoi j'avais choisi une autre personne, et pas elle, qu'elle nous avait invités à ce fameux double date. Quand elle a vu à quel point je m'entendais bien avec Grace, Emily avait suggéré de jouer à Twister pour être polie. Mais dans sa tête, elle avait fermement décidé de couper les ponts avec moi après, pour ne pas blesser ses propres sentiments. Et elle avait bien fait, parce que ce jeu a tout révélé au grand jour. Une fois qu'elle m'a raconté tout ça, j'étais stupéfait. J'étais en même temps heureux et gêné. Mais cette fois, je devais à tout prix prendre mon courage à deux mains et saisir cette chance d'être heureux. Avec une voix étonnamment confiante, j'ai demandé à Emily de sortir avec moi. Et elle a accepté. On a passé toute la soirée à rigoler de nos conneries. Et Grace et Grégory ont appris de nos erreurs visiblement. Grégory m'a expliqué que la fille avec qui je l'avais vue n'était qu'une pote. Mais il avait vraiment flashé sur Grace, au point où il l'a raccompagnée chez elle. Et lui a même proposé un nouveau rendez-vous. Visiblement, ma voisine va manquer à quelqu'un pendant ses vacances. Quand j'y pense, tu dois avouer que cette histoire était bien drôle quand même. J'ai compris que je ne devais pas cacher mes sentiments pour Emily en restant pote avec elle. Au final, tout ce que j'ai eu à faire, c'est d'agir comme son copain pendant une soirée. Maintenant, on se voit souvent tous les quatre et on joue à Twister, ce jeu qui nous a tellement apporté de bonheur. Et toi, comment est-ce que tu as réussi à sortir de la friend zone? Dis-moi tout dans les commentaires en dessous. Voici la fondation SCP, une organisation secrète qui repère et étudie des créatures anormales sur toute la planète. Ça, ce sont les dossiers secrets de la Fondation. Tu les connais peut-être déjà. Ce sont les histoires de gens ordinaires qui ont eu la chance de rencontrer les créatures les plus horribles du monde. Les chroniques SCP révèlent de nouveaux détails sur toutes ces créatures anormales que tu ne connaissais pas du tout.